Juste après avoir été licencié, mes beaux-parents m'ont immédiatement forcé à divorcer puis m'ont jeté dehors. Le lendemain, pendant un entretien d'embauche, le PDG m'a regardé et a demandé « Votre mère s'appelle-t-elle Sari ?» C'était au crépuscule, au début de la saison des pluies à Cikarran, le ciel s'assombrissait rapidement. Le vent qui s'infiltrait par les interstices des toits en zinc des maisons du village produisait un sifflement. L'arôme de terre humide et de curry de poisson provenant des petites cuisines des ruelles semblait se mêler, évoquant une sensation à la fois familière et étouffante. C'était par des jours comme ceux-ci que je me demandais souvent, si une femme a sacrifié tout son cœur pour sa famille, pourra-t-elle finalement conserver une place pour elle-même? Je m'appelle Citra Lestari. À cette époque, j'avais exactement 30 ans. Je travaillais comme comptable dans une entreprise de fourniture de matériaux de construction à Cikarran. Les étrangers qui me voyaient disaient souvent « Ma vie est stable. Un travail décent. » Le mari a un poste et les beaux-parents, bien que pas riches, sont occupés et semblent chaleureux. Seul moi comprenais. Être sous un toit bondé ne signifie pas nécessairement que l'on est aimé. Ma mère. Madame Sari est morte depuis 3 ans. Tout au long de sa vie, maman était une figure silencieuse. Elle vendait du long thon aux légumes le matin et acceptait des services de tenue de livres pour les étals autour du marché afin de m'élever. Maman disait souvent, les femmes peuvent être pauvres, elles peuvent avoir des difficultés, mais ne laissez personne rabaisser votre amour-propre. Cette phrase est si proche de mon cœur. Parfois, quand je suis trop fatigué, il me suffit de fermer les yeux pour voir encore ma mère assise devant sa vieille table en plastique, tenant un stylo bleu. Ses yeux se plissaient légèrement tandis qu'elle additionnait les chiffres. Depuis la mort de ma mère, j'ai à peine un endroit où rentrer. C'est pourquoi, quand je me suis marié, j'ai mis tous mes espoirs et ma confiance dans le fait que j'avais trouvé une nouvelle famille. Le nom de mon mari est Rian, il a 4 ans de plus que moi, chef d'équipe des ventes dans une entreprise de distribution de meubles. Au début de notre mariage, il me disait souvent en plaisantant à moitié, « Tu es ma femme, ne t'inquiète pas, chérie. Ma maison est animée, mais les gens sont tous bons. » Et je l'ai cru, je l'ai vraiment cru. La maison de mes beaux-parents est située dans une ruelle étroite, une maison simple de style ancien. Devant, il y a quelques champs de potirons et derrière, un toit supplémentaire pour la cuisine. Dans cette maison vivent ma belle-mère, Madame Lastri, mon beau-frère Donny et sa femme Rina. Les étrangers pourraient voir cela comme une maison animée et joyeuse. Mais après y avoir vécu longtemps, j'ai appris que tout cela a un prix. La maison est animée, mais tout le travail ne coule que dans une seule direction. Chaque matin, je me réveille avant 5 heures. La première chose que je fais est de cuire du riz, de cuisiner des légumes ou de frire du poisson pour le déjeuner, puis de balayer la cour et de laver la vaisselle restante de la veille. Un matin, pendant que je repassais la chemise de mon mari, Madame Lastri a appelé depuis sa chambre, « Citra, sur le chemin du travail, passe au marché. Achète-moi du maquereau. Aujourd'hui, Donny veut manger du poisson épicé. » J'ai répondu, « Oui, maman. » Puis j'ai attaché mes cheveux, changé de vêtements et suis parti au travail. Tout était si routinier que parfois je me sentais comme un engrenage dans une machine qui continuait de tourner. Mais même si elle tombait en panne, personne ne demanderait pourquoi. Chaque mois, après avoir reçu mon salaire, j'en donnais la majeure partie à Madame Lastri. Le reste suffisait à peine pour les frais de transport et mes besoins personnels les plus basiques. Elle disait toujours, c'est tout naturel pour une belle fille de donner de l'argent à ses beaux-parents. Cette maison est animée, il y a beaucoup de dépenses, laisse maman gérer ça. Je l'ai écouté jusqu'à m'y habituer. Rian agissait de la même façon. Il ne demandait jamais combien d'argent il me restait. Il me rappelait seulement de temps en temps, tu aides maman, d'accord? Ne laisse pas maman dire que nous vivons seuls. Ses paroles semblaient légères, mais elles m'attachaient fermement comme un élastique autour de mon poignet. Donny, mon beau-frère, a un travail instable. Parfois il aide ses amis à livrer des marchandises, parfois il reste à la maison parce qu'il a mal au dos. Pendant ce temps, Rina, sa femme, vend un petit commerce en ligne. Quand il y a beaucoup de commandes, son visage est joyeux. Quand il y en a peu, elle se plaint toute la journée. Elle parle rarement directement, mais chaque phrase qu'elle prononce ressemble à une aiguille piquant ma peau. Un jour, je suis rentré tard parce que les livres étaient clôturés à la fin du mois. Je venais juste de garer ma moto dans la cour quand je l'ai entendu dire à Madame Lastri, « Notre maison doit vraiment dépendre de Madame Citra, maman. Tu sais, c'est une personne éduquée,
Elle part le matin et rentre le soir, elle doit avoir beaucoup d'argent. Cela sonnait comme un compliment, mais son ton sarcastique me fit serrer les lèvres. Madame Lastry était une femme très soucieuse des apparences. Dans le quartier, elle voulait que les gens voient sa maison comme une famille harmonieuse avec un fils réussi et une belle-fille dévouée. Mais cette harmonie était largement maintenue par mes efforts. Je travaillais, j'allais au marché, je cuisinais, je m'occupais des événements, des célébrations, des études religieuses aux fêtes familiales élargies. Même pour des affaires triviales à la maison, elle n'avait qu'à s'asseoir et donner des ordres. Citra, prépare des fruits sur une assiette. Citra, n'oublie pas de faire du thé. Citra, apporte une nouvelle nappe. Parfois je riais de moi-même. Un arbre droit n'a pas peur du vent, mais s'il reste constamment au milieu du vent, un jour il pourrira de l'intérieur. Je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas compter. Pendant les 3 ans où j'ai été belle-fille, j'ai secrètement réussi à économiser un peu, au total environ 50 millions de Rp. Je l'ai mis sur un compte séparé. Personne ne connaissait cet argent. Même Parian, non pas parce que j'étais égoïste, mais parce que Madame Sari m'avait dit une fois, les femmes qui vivent dans ce monde doivent avoir une base pour elles-mêmes. Je me souviens encore clairement quand ma mère a tenu ma main avant de mourir, sa voix faible mais claire, c'est bon d'aimer n'importe qui, mon enfant. Mais aime-toi un peu d'abord. J'ai gardé cette phrase dans mon cœur comme un message. Cet après-midi-là, quand je suis rentré du travail, le ciel était déjà gris. Dans la cuisine, la soupe de légumes aigres que j'avais cuisinée ce matin était encore chaude sur le poêle. Madame Lastry était assise dans le salon à jouer sur son téléphone. Rina mâchait du kahchi en regardant une diffusion en direct de vente en ligne. Rian n'était pas encore rentré. Je me suis penché pour enlever mes chaussures usées. Quand Madame Lastry a dit sans lever les yeux, « N'oublie pas de me donner quelque chose tôt ce mois-ci, d'accord ? De nos jours tout est cher. Si l'argent arrive tard dans la maison, ce sera difficile à gérer plus tard. » J'ai fait une pause un moment puis j'ai répondu doucement, « Oui, maman. » Plus tard, après que Citra ait fini les calculs au bureau, Citra le lui donnera immédiatement. Il a souri. Oui, une femme doit être jugée par son dévouement. Tu dois savoir pour qui tu gagnes de l'argent ? Je lui ai répondu à nouveau. Mais d'une manière ou d'une autre, mon cœur se sentait vide. La phrase semblait ordinaire, mais elle rendait mon dos froid. Parce qu'il y a des maisons qui semblent brillantes de l'extérieur. Mais à l'intérieur, les gens ne te retiennent que tant que tu es encore utile, pas parce qu'ils t'aiment. Vivre dans une maison bondée, la chose la plus effrayante n'est pas l'espace exigu. Mais le sentiment que tout ce que tu fais est considéré comme normal. Étage 3 ans dans la maison de mes beaux-parents aurait dû suffire pour que je comprenne qui est sincère, qui parle seulement gentiment, et qui se tait, laissant les autres faire des sacrifices. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites, mais qui deviennent naturellement une habitude. Jusqu'au jour où tu réalises pourquoi tous les fardeaux les plus lourds tombent toujours sur mes épaules. Madame Lastry est celle qui gère les finances du ménage. C'est une règle non écrite depuis les premiers mois où je suis devenue belle-fille. Au début, elle a dit très gentiment, « Notre maison est bondée. Laisse l'argent être rassemblé pour que ce soit facile à gérer. Toi et Rian êtes encore jeunes, vous aimez dépenser de l'argent. Laisse maman gérer. » Je pensais que cela avait du sens. Mais après être resté plus longtemps, j'ai réalisé que rassembler signifiait que Rian et moi étions ceux qui donnaient. Mais comment l'utiliser ? Personne ne pouvait poser de questions. Chaque fin de mois après la paie, je prenais généralement du liquide et le mettais dans une enveloppe. Une fois, je l'ai juste posé sur la table. Madame Lastry l'avait pris, l'avait pesé dans sa main, puis avait demandé, « Pourquoi y en a-t-il moins ce mois-ci que le mois dernier ?» J'ai répondu, honnêtement, « Ce mois-ci il y a une augmentation des contributions BPJS, maman. Citra paie aussi les contrôles médicaux de routine. » Elle a immédiatement gloussé, « Oh mon Dieu, tu es encore jeune et tu dépenses tout cet argent pour des contrôles. Ce serait plus utile si tu l'utilisais pour les besoins du ménage. » J'ai juste souri amèrement. Parfois je pense que dans cette maison, si je tombais gravement malade, il s'inquiéterait probablement plus des frais médicaux que de moi. Rian agissait toujours comme s'il était en dehors de ce cercle. Il ne gérait pas l'argent, ni ne critiquait directement, mais c'était lui qui légalisait tout. Si je semblais hésitante à remettre l'argent, il disait d'un ton sage, « Ne t'inquiète pas, maman. Nous vivons ensemble, donc nous devons être responsables. » Responsabilité ?
Cela sonne beau. Mais cette responsabilité semble s'appliquer seulement à moi. Pendant ce temps, il rentre du travail avec du riz chaud, des vêtements lavés et repassés. Le week-end, quelqu'un lui rappelle de manger, mais il se sent encore comme le plus grand fardeau de la maison. Une fois, son entreprise lui a donné une prime de vente. Il a immédiatement acheté un nouveau téléphone portable pour presque 20 millions de Rp. J'étais heureuse pour lui, mais je n'ai pas voulu demander. Waouh, un nouveau téléphone portable, frère. L'ancien est encore bon. Lui, qui ouvrait la boîte, m'a regardé. Mon travail implique de rencontrer beaucoup de clients, sœur. C'est embarrassant d'utiliser un téléphone portable abîmé. C'est un investissement pour Citra. Je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Madame Lastry avait déjà ajouté, c'est vrai. Les hommes doivent avoir l'air élégant dehors. C'est différent pour les femmes, personne ne verra ce qu'elles portent. Ces mots étaient comme une brise passagère, mais ils balayaient mon cœur froidement. Je vais au travail sur ma vieille moto automatique. Mon téléphone portable était fissuré au coin et je n'avais qu'un autocollant dessus. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les belles choses, mais parce que je pense toujours que l'argent devrait être utilisé pour des besoins plus pressants. Mais il s'avère que ce que je considérais comme urgent n'entrait jamais dans leurs calculs. Donnie est différent. Il ne crie pas ouvertement, mais son style de vie insouciant use les autres. Il est allé au travail il y a quelques jours en se plaignant de son patron difficile, des clients pointilleux, des longs trajets et du faible salaire. Une fois, au dîner, il a posé sa cuillère et a dit « Je pense que je devrais juste démissionner, mademoiselle. » Ça continue comme ça. L'essence coûte plus que le salaire. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Madame Lastry avait déjà soupiré. De nos jours, il est difficile de gagner de l'argent. L'espoir est que ceux qui sont déjà établis dans cette maison puissent aider un peu. Il parlait à tout le monde, mais ses yeux regardaient droit vers moi. À ce moment-là, même la personne la plus stupide comprendrait à qui il faisait référence. Pendant ce temps, Rina, ma belle-sœur, est le type de personne très douce en public, mais ses mots ont toujours un bord tranchant. Elle vend des cosmétiques et des articles ménagers en ligne. Quand elle vend bien, elle parle très doucement. Quand c'est calme, elle commence à faire des remarques sarcastiques. Une nuit, voyant que les accompagnements sur la table n'étaient que du poisson salé, de la soupe de légumes clairs et de la sauce chili à la pâte de crevettes, elle a remué son riz en souriant. Notre menu est très économique, n'est-ce pas, maman? Mais oui, ça doit être comme ça en temps difficile. Si quelqu'un avait un salaire fixe comme avant, les accompagnements seraient sûrement meilleurs. Madame Lastry n'a rien dit, elle a juste aspiré la soupe de légumes bruyamment. Donnie a souri sarcastiquement. Rian a baissé la tête pour prendre le poisson comme s'il n'entendait pas. Pendant que j'étais assise là, avalant le riz qui semblait coincé dans ma gorge. Les gens disent que la langue n'a pas d'os. Mais il y a des dictons selon lesquels parce qu'elle est trop bon marché, les gens l'utilisent négligemment. Oubliant qu'elle peut blesser le cœur des autres si profondément. Nous mangions à une vieille table carrée en bois, placée contre le mur. Madame Lastry s'asseyait en tête de table, Rian à sa droite, et en face étaient Donnie et Rina. Pendant que je m'asseyais habituellement le plus près de la cuisine pour qu'il soit facile d'apporter du riz supplémentaire, de la soupe ou de la sauce chili, c'était devenu une habitude. Parfois au milieu du repas il appelait « Citra, apporte-moi de la sauce soja. »« Citra, voici le reste du riz. »« Citra, apporte-moi une serviette. » Je me levais et m'asseyais comme un robot. Une fois, juste quelques bouchées. Rina disait nonchalamment. Madame Citra mange peu mais est très diligente. Oui, peut-être que je suis habitué. J'ai souri amèrement. Oui, je suis habitué. Mais au fond de moi je sais que le mot « habitué » est parfois un piège. Nous le faisons encore et encore jusqu'à ce que les autres pensent que nous sommes nés pour le faire. Ce qui me fatigue plus que tout cela n'est pas la quantité de travail, mais plutôt que personne ne le voit comme un sacrifice. Je peux, donc je dois. Je ne me plains pas, cela signifie que je peux le faire. Et parce que je peux, il continue d'ajouter au fardeau. Un temps de concession pour un temps de paix. Madame Sari m'avait une fois enseigné cela afin que nous puissions vivre en harmonie. Je me suis accroché à cette phrase pour traverser beaucoup de choses. Mais plus ça dure, plus je sens qu'il y a des choses où mon attitude de concession n'apporte pas la paix,
mais rend seulement les autres habitués à m'opprimer. Une fois, pendant que j'étendais des vêtements pour les faire sécher, j'ai entendu Madame Lastry parler au téléphone à voix basse. Parfois riant, parfois ennuyé, parfois cajolant. J'ai vaguement entendu les mots harisants, date d'échéance. Laisse-moi trouver un moyen. En me voyant entrer, elle a rapidement raccroché et a demandé sans détour, tu vas au marché? J'ai répondu, pas encore, maman. Je finis d'étendre d'abord. Elle a hoché la tête, mais son expression semblait un peu maladroite. C'était la première fois que je réalisais. Récemment elle recevait des appels secrets et semblait agitée chaque après-midi. Je sens que quelque chose se passe dans cette maison, mais je ne peux pas encore voir ce que c'est. Ce soir-là, après avoir lavé la vaisselle, j'ai sorti les livres de l'entreprise sur la petite table dans ma chambre pour revérifier les données de fin de mois. Dans la salle familiale, la télévision était encore allumée. La voix de Tawarina regardant une vidéo de vente. La voix de Donnie discutant de football au téléphone. La voix de Madame Lastry disant à Rian d'éplucher les fruits. Tout le monde dans la maison a son propre rythme de vie. Pendant que j'étais assise courbée sous la lumière jaune, stylo en main. Devant moi, des chiffres bien rangés. Parfois je pense que ma vie est comme les pages de ce livre. Juste une ligne va tout gâcher. J'ai levé la tête, regardé la porte de la chambre à moitié fermée et soudain senti quelque chose de difficile à décrire. Pas triste, pas encore désespéré. Ça ressemble à quelqu'un debout au milieu d'un marché bondé, entendant toutes sortes de sons, mais se sentant encore perdu. Dans cette maison, j'ai le statut de belle-fille, épouse, belle-sœur. Mais chaque nuit je sens que j'essaie juste de jouer un rôle pour que personne ne critique. Que veux-je? Peu importe à quel point je suis fatigué, probablement personne dans cette maison ne s'en soucie. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que ces petits signes étaient autre chose que triviaux. C'était le début d'une vague de marée qui roulait silencieusement vers mes pieds. Travailler comme comptable m'a appris une habitude. Une fois que je voyais les chiffres, je devais les vérifier minutieusement. L'argent peut venir de n'importe où, passer par de nombreuses mains, mais une fois qu'il entre dans les livres, il ne devrait y avoir aucune zone grise. Madame Sari avait une fois dit, les pauvres n'ont pas d'autre capital qu'un sain amour-propre. C'est pourquoi, au fil des années de mon travail, je me suis toujours rappelé, le salaire peut être petit, le travail peut être dur, mais l'argent que je ramène à la maison doit être propre pour que je puisse dormir paisiblement la nuit. L'entreprise pour laquelle je travaille fournit des matériaux pour des projets de logement et d'usine. Le travail est abondant, la pression élevée, mais j'y suis habitué. Chaque jour je vérifie les comptes fournisseurs et clients, crée une liste de biens reçus et fais correspondre le bon de livraison avec la preuve de paiement. Parfois ma tête tourne comme une folle, mais une fois que je vois que les chiffres correspondent, mon cœur se calme. Ce matin-là, après avoir examiné un ensemble de documents de paiement de matériaux pour un projet dans la zone industrielle MM 2100, je me suis soudain arrêté. Le montant des matériaux sur la facture ne correspondait pas au bon de livraison. De plus, le bon de livraison avait deux signatures étranges. Les traits étaient trop similaires, comme si écrits par une personne essayant de créer deux styles différents. J'ai revérifié la facture d'achat et trouvé cela encore plus étrange. Le prix était gonflé. Les codes d'articles étaient écrits avec des abréviations non standards, et le temps d'entrée et de sortie des biens se chevauchait illogiquement. J'ai imprimé le document et l'ai apporté au bureau de Madame Wati, une membre senior de mon équipe. Mademoiselle, pourriez-vous s'il vous plaît jeter un œil à ce dossier un moment? Puis-je? Je pense que quelque chose est étrange. Madame Wati a murmuré, ayant feuilleté quelques pages avant de le fermer immédiatement et de le repousser vers moi. Sa voix était baissée. Mets-le juste là. Je m'en occuperai plus tard. Mais, mademoiselle, ai-je dit hésitante. Si cela est payé, qui sera responsable s'il y a un problème? Madame Wati a regardé autour et a dit seulement une phrase, Citra, il y a des choses mieux, ne sais pas trop, pour que tu puisses vivre plus paisiblement. Cette phrase a fait frissonner mon dos. Dans ma profession, la chose que je crains le plus n'est pas les heures supplémentaires, mais quand quelqu'un te dit délibérément de ne pas regarder de trop près. Je suis retourné à mon bureau, silencieuse pendant presque 10 minutes. Sur l'écran, les chiffres étaient silencieux, mais ils piquaient mes yeux. J'ai essayé de me convaincre. Peut-être que je réfléchissais trop, mais en recomparant, je suis devenu plus convaincu que ce n'était pas une faute de frappe.
C'était un ensemble de documents falsifiés. Cet après-midi-là, un membre du personnel administratif m'a appelé. Madame Citra, appelée par Monsieur Firman à son bureau. Mon cœur battait la chamade. J'ai apporté la pile de documents et ai frappé à la porte du bureau du directeur. Monsieur Firman était assis derrière son bureau, faisant tourner un stylo. Son visage souriait, mais ses yeux ne m'ont pas vu entrer, il a désigné une chaise. Assieds-toi, Citra. Je venais juste de m'asseoir quand il a poussé le même ensemble de documents vers moi. Tu as vérifié les documents du projet Anujra, n'est-ce pas? J'ai répondu doucement, oui, monsieur. Je les revérifie. Il y a quelques parties qui ne me semblent pas tout à fait correctes, donc je veux les revérifier. Monsieur Firman s'est adossé à sa chaise, sa voix légère. Il n'y a pas de gros problème. L'entrepôt et l'équipe du projet ont accepté. Signe juste l'accord pour que les fonds puissent être débloqués immédiatement. J'ai avalé. D'accord, monsieur. Mais les données ne correspondent pas encore. J'ai peur qu'il y ait un problème en cas d'audit. Monsieur Firman a gloussé, le rire typique de quelqu'un qui a souvent dit cette phrase. Tu es si rigide comme comptable. La vie sera difficile. Cette profession nécessite parfois de la flexibilité. Les données peuvent être un peu différentes, mais l'important est que le travail se déroule sans accroc. Ça suffit. J'ai fixé le champ de signature vide à la fin de la page. Mon cœur se sentait lourd, malléable. Il s'avère qu'ils utilisaient ce mot ici pour faire référence à une erreur. Avec tout mon courage, j'ai dit, excusez-moi, monsieur. J'aimerais demander votre permission de revérifier. Si c'est correct, je signerai définitivement. Monsieur Firman est resté silencieux pendant quelques secondes, puis a posé son stylo. Son visage n'a pas changé, mais sa voix est devenue plus profonde. J'ai déjà dit qu'il n'y avait pas de problème. Fais-le juste. Tu es responsable de cette partie, ne me fais pas répéter encore et encore. La phrase semblait normale, mais la pression se sentait si lourde sur mes épaules. J'ai baissé la tête, gardant ma voix stable, basse. Je n'ose pas vous contredire, monsieur, mais tout ce qui est ma responsabilité, je dois m'assurer qu'elle est correcte. Il m'a regardé avec un regard perplexe. L'atmosphère dans la pièce est devenue si épaisse. Dehors la fenêtre, le ciel de juin était gris, les nuages suspendus bas comme s'ils allaient se déverser. Quelques instants plus tard il a reniflé. Comme tu veux. Mais je te rappelle que où que tu sois, seuls ceux qui connaissent la situation peuvent survivre longtemps. J'ai ramené le document. Mes mains se sentaient froides. Dès que je suis retourné à mon bureau, je pouvais sentir les regards de plusieurs personnes dans la pièce. Personne n'a demandé ce qui s'était passé, mais le silence était plus inconfortable que les murmures. Madame Wati est passée devant moi, a posé un verre d'eau sur ma table, puis a murmuré très doucement, « Sois prudente, prends bien soin de toi. » Après cela elle est partie immédiatement. Depuis cet après-midi-là, l'atmosphère autour de moi a complètement changé. Les documents nécessitant une coordination soudaine arrivaient plus tard. Je n'étais plus invité aux discussions internes. Si quelqu'un passait devant moi, il s'arrêtait de parler. J'étais assise au milieu de la salle de comptabilité, mais je me sentais mise à l'écart. C'est une sensation étrange. Personne ne me grondait, mais tout semblait me dire que je ne suivais pas les règles non écrites du jeu ici. Cette nuit-là à la maison, les mots de Monsieur Firman continuaient de résonner dans mes oreilles. Seuls ceux qui connaissent la situation peuvent survivre longtemps. J'ai ouvert mon ordinateur portable à nouveau, revérifiant le fichier ligne par ligne, code par code. Plus je vérifiais, plus j'étais convaincu que si je signais, un jour s'il y avait un problème, mon nom serait le premier à être traîné dedans. La vie est étrange parfois. Les gens qui font mal peuvent se détendre, tandis que les gens qui veulent faire bien sont acculés. J'ai éteint mon ordinateur portable presque à 23 heures. Dehors, la pluie a commencé à tomber, frappant le toit en zinc avec un bruit bruyant. Je suis resté assis silencieusement. Mes yeux étaient fixés sur la colonne de signature encore vide sur le document que j'avais imprimé. Juste un trait de stylo. Très rapide. Mais je pourrais avoir à payer avec le reste de ma vie. Et en entendant la pluie devenir plus forte, je savais que je ne signerais jamais. Après avoir refusé de signer le document, j'ai continué à travailler comme d'habitude. Vérifiant les données, envoyant les rapports à temps,
essayant de rester calme comme si rien ne s'était passé. Mais au fond de moi je savais que quelque chose était déraillé. L'atmosphère dans la salle de comptabilité devenait de plus en plus bizarre. Les gens qui discutaient beaucoup avec moi devenaient maintenant plus économes en paroles. Les travaux nécessitant une coordination étaient jetés ici et là. En passant devant la salle de photocopie, j'ai même entendu quelqu'un murmurer puis se taire en me voyant. 3 jours plus tard, par un après-midi nuageux, le personnel administratif est revenu à mon bureau. Madame Citra, le directeur vous appelle à la salle de réunion numéro 2. J'ai levé la tête, mon cœur se serrant. La salle de réunion numéro 2 est rarement utilisée pour les affaires régulières. L'endroit est habituellement utilisé pour recevoir des invités importants ou pour des réunions internes sérieuses. J'ai fermé le fichier sur lequel je travaillais, redressé mon col, puis suis monté les escaliers avec des pieds lourds. Dans la pièce, il y avait déjà 3 personnes, Monsieur Firman, Madame Wati et le chef du personnel. Sur la table, il y avait une pile de papiers bien reliés. Dès qu'il m'a vu entrer, le chef du personnel a désigné une chaise. « Asseyez-vous, madame. » Ces mots étaient très polis, mais l'atmosphère dans la pièce m'a fait comprendre. Je n'étais pas invité ici pour une discussion décontractée. Je me suis assise. Monsieur Firman a croisé les bras devant sa poitrine, me regardant avec un regard jugeant. Le premier à parler était le chef du personnel. Il a poussé une feuille de procès-verbal vers moi. Sur la base des résultats d'un audit interne, l'entreprise a constaté que vous aviez commis une grave négligence dans le processus de contrôle des données de paiement qui a le potentiel de causer des pertes financières à l'entreprise. Aujourd'hui nous vous avons invité pour discuter de cette affaire et effectuer la remise. J'ai eu l'impression d'avoir mal entendu. Désolé, papa. Quelle négligence ? Il a ouvert la page suivante en pointant directement l'ensemble de documents du projet Anujra. Cet ensemble de documents contenait de nombreuses irrégularités, mais vous n'avez pas signalé selon la procédure, ralentissant ainsi le processus de déblocage et perturbant le processus de vérification interne. J'ai fixé la pile de papier devant moi. Ma gorge s'est serrée. Je n'ai pas signé ce document précisément parce qu'il y avait un problème. J'ai dit cela clairement. J'ai besoin de vérifier plus loin. C'est alors que Monsieur Firman a parlé. Son ton était si calme. Ne parle pas comme si tu voulais échapper à la responsabilité. Tu n'as pas terminé le travail qui t'était assigné, ni ne l'as signalé par écrit, donc ce problème s'est prolongé. Les entreprises ne peuvent pas retenir des employés qui manquent de cet esprit de coopération. Je me suis tourné vers lui. Incroyable que la personne qui m'avait forcé à signer il y a quelques jours soit maintenant assise ici à déformer les faits. J'ai essayé de garder ma voix basse. Restez calme. J'ai parlé directement avec vous. J'ai dit très clairement que les données ne correspondaient pas. Monsieur Firman a souri. Parole orale. Qui peut en être témoin? L'entreprise travaille sur la base de procédures, pas de sentiments. Cette phrase était comme un seau d'eau glacée versé sur mon visage. Je venais de réaliser qu'ils avaient déjà préparé une issue pour eux-mêmes et une impasse pour toutes les conversations des autres jours qui n'avaient laissé aucune trace. Pendant ce temps, moi qui croyais qu'il suffisait de faire ce qui est juste, je suis naïvement tombé dans leur piège. Je me suis tourné vers Madame Wati, espérant qu'elle dirait au moins quelque chose de juste, mais elle a juste baissé les yeux sur ses propres mains. Le silence faisait plus mal que les accusations. J'ai souri amèrement, ma voix sonnant rauque. Alors, que veut l'entreprise que je fasse aujourd'hui? Le chef du personnel a poussé une autre feuille de papier. Voici une lettre de licenciement pour motif de perturbation des données comptables et de non-respect des exigences de coopération. J'ai agrippé le bord de la chaise. Je ne suis pas d'accord avec cette conclusion. Vous avez le droit d'écrire votre opinion, mais le décret a déjà été émis. Il a répondu brièvement. J'ai baissé les yeux sur le titre en gras en haut de la lettre. Mon nom y était écrit, froid et net comme une fin prétipée. Il s'avère que tous ces jours, ils n'attendaient pas que je répare quoi que ce soit. Ils attendaient juste le bon moment pour se débarrasser de moi. Je n'ai pas pleuré. Non pas parce que j'étais forte, mais parce qu'à ce moment-là j'étais si choqué que les larmes semblaient coincées dans ma poitrine. J'ai signé la colonne, j'accepte. Mes mains tremblaient légèrement. Terminé. J'ai entendu Monsieur Firman ajouter d'un ton plat comme s'il me donnait un conseil ordinaire. Je te suggère de garder le silence et de trouver un autre emploi.
Ne laisse pas ce problème s'aggraver. Dans cette industrie, les mauvaises nouvelles se propagent vite. Les gens n'ont qu'à entendre que tu étais impliqué dans une affaire d'appropriation, ça suffit pour qu'ils s'éloignent. J'ai levé les yeux. Je n'avais rien dissimulé. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ses lèvres se sont courbées en un mince sourire. Dans ce pays, souvent celui qui a le pouvoir de parler en premier est considéré comme ayant raison. Je l'ai regardé pour la première fois pour voir clairement une dure réalité. Il y avait des gens habillés proprement, parlant doucement, assis dans des bureaux climatisés, mais leur malice était plus froide qu'un couteau. Je suis retourné à mon bureau, emballant silencieusement mes affaires. Une petite plante en pot, une veste laissée sur le dos de ma chaise, un carnet et un stylo donnés par Madame Sari. Quand j'ai commencé à travailler, avec chaque objet que je mettais dans la boîte, mes mains se sentaient plus lourdes. Dehors la fenêtre, la pluie tombait déjà. La pluie de juin à 6:40 arrivait soudainement et abondamment. J'ai serré la boîte dans mes bras, passant devant les rangées de bureaux de mes collègues. Personne ne m'a regardé dans les yeux. Certains faisaient semblant de regarder leurs écrans d'ordinateur. D'autres étaient occupés avec leur téléphone. Certains se levaient même et allaient ailleurs. Je ne les blâmais pas. Dans ce monde, combien de personnes oseraient tendre la main à quelqu'un poussé par un système? En sortant des portes de l'entreprise. La pluie frappait mon visage, perçant de froid. Je suis resté un moment sous l'auvent, fixant le panneau de l'entreprise familier mais étranger. Un endroit où j'avais travaillé dur pendant des années. Une fois en faisant des heures supplémentaires pour équilibrer le bilan. Une fois en m'inquiétant d'une différence de 1000 roupies. Finalement me laissant partir avec un péché qui n'était pas le mien. J'ai serré le carton contre ma poitrine. Mon cœur se sentait vide, mais au milieu de ce vide, il y avait encore un mince fil d'espoir. Je pensais que je devrais au moins rentrer à la maison et tout dire à mon mari. Après tout, en tant que mari et femme, il comprendrait sûrement. Je pensais ainsi. Pendant que la pluie tombait encore dehors, j'ai serré la boîte contenant mes affaires. Quand j'ai atteint la fin de la ruelle, la pluie s'était un peu calmée. Mais mes vêtements étaient encore mouillés et froids. La boîte n'était pas lourde, contenant seulement quelques carnets, une petite plante en pot et quelques affaires personnelles. Mais elle se sentait si lourde dans mes bras. Peut-être parce qu'elle contenait non seulement des choses, mais aussi tous les moments où je croyais que je travaillais honorablement, vivais de la sueur de mon front, et n'avais rien dont j'aurais honte devant quiconque. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai vu Madame Lastry assise dans le salon. Devant elle, un panier de haricots verts non coupés. Rina était assise à côté d'elle, son téléphone devant son visage. Ses yeux m'ont regardé en premier avant de jeter un coup d'œil à la boîte dans mes mains. Personne n'a demandé pourquoi j'étais rentré tôt. Personne n'a demandé pourquoi mon visage était pâle. Madame Lastry a juste froncé les sourcils. Sa voix était brusque. Oh, pourquoi as-tu ramené ça à la maison aujourd'hui? J'ai posé la boîte contre le mur, essayant de garder une voix normale. J'ai quitté mon travail, maman. Madame Lastry a levé les yeux. La façon dont elle me regardait n'était pas comme regarder une belle fille qui venait de subir un désastre, mais plutôt comme regarder une somme d'argent qui venait de disparaître de son portefeuille. Quitter? Pourquoi as-tu quitté? J'ai pris une respiration, avant que je puisse expliquer la situation, Rina a interrompu avec une voix douce qui m'a fait frissonner. Madame Citra est comptable, comment pourrait-elle être licenciée soudainement? Le problème doit être sérieux, maman. J'ai mordu ma lèvre. Ce n'était pas ma faute. Il y avait un document fictif au bureau. Je ne voulais pas le signer, donc ils se sont débarrassés de moi. Juste après avoir fini ma phrase, Madame Lastry avait déjà jeté une poignée de haricots verts dans le panier. Tu dis ça, qui le croirait? Les gens ne licencieraient pas un employé qui peut travailler s'il n'y avait pas de problème. Comment pourrait-il avoir tort dans tout le bureau, et seulement toi as raison? La question a serré ma poitrine. Je l'ai regardé, disant lentement, j'ai travaillé pendant des années. Maman sait aussi comment je vis. Je ne prends jamais d'argent qui n'est pas légitimement mien. Madame Lastry a souri sarcastiquement. Je ne sais rien des affaires de ton bureau. Maman sait seulement qu'à partir du mois prochain cette maison perdra une source de revenus. Riz, sel, électricité, eau, célébration, tout cela tombe à île du ciel. Je suis resté figé.
Il s'avère que la nouvelle de ma perte d'emploi lui était parvenue. La première chose à laquelle elle pensait n'était pas si sa belle-fille avait été maltraitée, mais qui paierait les courses du mois prochain. Les gens disent que les femmes devraient être plus compréhensives. Mais ces mots à ce moment m'ont fait réaliser. Toutes les femmes ne savent pas comment empathiser avec d'autres femmes. J'ai silencieusement pris la boîte dans ma chambre, changé de vêtements, puis suis descendu à la cuisine pour cuisiner. Mon esprit était en désordre, mais mes mains cuisaient encore du riz et lavaient les légumes comme des machines. Peut-être parce que j'y étais habitué, ou peut-être parce que si je restais assise immobile à ce moment, j'avais peur de pleurer. Cette maison ne manquait pas de gens pour entendre mes pleurs. Elle manquait juste de gens qui comprenaient pourquoi je pleurais. Cette nuit-là, Rian est rentré plus tard que d'habitude. Il venait juste de garer sa moto. « Udia » ai-je dit avec un visage sombre. J'ai regardé mon mari. Une lueur d'espoir est revenue. Après tout, nous étions mari et femme, j'espérais encore qu'il m'écouterait. Mais Rian avait déjà demandé sèchement avant d'enlever ses chaussures. « As-tu vraiment été licencié ?» J'ai hoché la tête. « Oui, monsieur. » Mais ils m'ont piégé. Le document était problématique. Je ne voulais pas signer. Je n'avais pas fini de parler. Il a interrompu. Sais-tu ce que les gens murmuraient dans mon bureau cet après-midi? Ils disaient que ma femme, une comptable, était impliquée dans une affaire d'appropriation et avait été immédiatement licenciée. Sais-tu à quel point j'étais embarrassé? Je suis restée silencieuse. Appropriation. Le mot était comme une pierre jetée droit sur ma poitrine. Je l'ai fixé. Ma voix tremblait. Monsieur, préférerais-tu croire un étranger ou me croire? Je t'ai déjà dit. Je ne voulais pas signer un document fictif, donc ils ont inventé une histoire. Rian a tiré une chaise, s'est assis et a souri sarcastiquement. Dans ce monde, qui se donnerait la peine de piéger quelqu'un qui n'est rien? Ne fais pas comme si tout le monde était après toi. Ma gorge se sentait serrée. Que veux-tu dire, monsieur? Tu connais ma nature en matière d'argent. J'ai même peur de faire une erreur de 1000 roupies. J'ai vécu avec toi pendant 3 ans. Ne me comprends-tu pas? Rian semblait ennuyé. Il a jeté les clés de sa moto sur la table. Je ne vois que les résultats. Le résultat est que tu as été licencié. Le résultat est que les gens me regardent de haut. Que tu sois vraiment coupable ou non. Non. Dieu sait, les étrangers ne voudront pas entendre ton histoire. Ce dîner était le plus dur que j'ai eu à avaler depuis que j'étais devenue belle-fille. La soupe de poisson-chat aigre que j'avais cuisinée était encore parfumée, l'omelette encore dorée, mais toute la table à manger était remplie d'une atmosphère d'accusation. Madame Lastry a gloussé. Honnêtement, cette maison avait été si paisible, puis soudain il y a eu des ennuis. Quel désastre! Rina, picorant les légumes, a dit nonchalamment, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je plains Mas Rian. Donnie était assis à côté d'elle, ne disant rien, mais son silence semblait me soutenir. J'ai posé ma cuillère. Pour la première fois à un repas familial, je n'avais plus l'énergie de faire semblant. Si tout le monde pense que je suis coupable, dites-le directement, mais ne m'accusez pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Madame Lastry a reniflé. Tu oses encore parler fort? Dans cette maison quand tu avais encore un salaire, tout ce que tu disais sonnait juste. Maintenant tu es au chômage. Voyons qui est prêt à te soutenir. Chaque modèle était comme un hameçon. Je me suis tourné vers Rian, attendant au moins une phrase de défense de mon mari. Mais il a seulement baissé la tête et a répondu platement, pour l'instant, reste à la maison et occupe-toi de la cuisine et du nettoyage. Quant au travail, trouve-le toi-même. Je ne peux pas tout supporter. Ces mots semblaient légers. Mais ils semblaient sceller le cercueil pour tout l'espoir restant que j'avais. Il s'avère que dans ses yeux, je n'étais plus une épouse frappée par un désastre. J'étais juste un nouveau fardeau qui était apparu. Après avoir mangé, j'ai lavé la vaisselle seule dans la cuisine. Dans le salon, la télévision était encore allumée. La voix de Tawarina sonnait encore comme si rien ne s'était passé. L'eau coulant dans mes mains se sentait froide. Je fixais mon reflet flou dans la fenêtre. Soudain, j'ai eu pitié de la femme à l'intérieur. Pendant la journée, j'avais juste été jeté hors du bureau, le soir, jugé par sa propre famille.
La vie a ses hauts et ses bas. Je me consolais toujours ainsi. Mais alors j'ai réalisé qu'il y a des bas qui ne te rendent pas forte, mais qui t'érodent silencieusement ta confiance en ceux qui te sont les plus proches. Cette nuit-là, allongé à côté de Rian, la distance entre nous se sentait plus grande qu'un lit. Il s'est retourné, sa respiration régulière comme sans fardeau. Pendant ce temps, moi, les yeux ouverts, fixant le plafond sombre, sentant une fissure qui venait d'apparaître très clairement dans mon cœur. Je ne savais pas à quel point les jours à venir seraient mauvais, mais je savais une chose. Depuis cette nuit dans cette maison, je n'étais plus vu comme quelqu'un qui avait besoin d'être protégé. Depuis que j'avais perdu mon travail, l'atmosphère à la maison avait complètement changé. Si avant j'étais encore accueilli avec un ton normal, maintenant chaque phrase dirigée vers moi semblait avoir une épine cachée. Je me réveillais encore tôt, cuisinais, balayais et lavais, mais personne ne le voyait plus comme un sacrifice. Dans leurs yeux, mon statut de chômeuse signifiait que je devais travailler plus, céder plus, et surtout, je n'avais pas le droit de me plaindre. Chaque matin, alors que je venais juste de poser la casserole de légumes sur le poêle, la voix de Madame Lastry pouvait s'entendre de l'avant. Citra, balaie aussi l'arrière-cour. Beaucoup de feuilles sèches sont tombées. J'ai dit oui et suis allé travailler. Peu après, Rina est rentrée du marché et a posé un sac de légumes sur la table. C'est agréable d'être à la maison. Il y a tant de travail à faire. Essaie d'agir comme si j'étais occupé à courir partout, juste regarder la pile de linge me rend paresseuse. Cela sonnait comme un compliment, mais le sourire sarcastique sur ses lèvres me laissait un goût amer dans la bouche. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je manquais d'amour-propre, mais parce que quand nous sommes au plus faible, les explications valent souvent moins qu'un soupir. J'ai juste silencieusement fini mon travail. Mais c'est vrai, être une bonne personne ne porte pas nécessairement chance. En fait, cela favorise une habitude d'opprimer les autres. Il y a quelques jours à peine, j'étais celle qui travaillait et ramenait de l'argent. Maintenant, juste parce que j'avais perdu mon travail, j'étais traité comme si je restais dans la maison que j'avais aidé à soutenir. Le déjeuner ce jour-là était du maquereau frit, de la soupe de légumes clairs et de la sambal à la pâte de crevettes. J'avais tout cuisiné. Mais en m'asseyant à la table à manger, je me sentais comme une invitée. Rina a pris un morceau de poisson, a soufflé dessus et a dit « Notre menu a été très simple récemment, n'est-ce pas, maman ?» Madame Lastry a siroté la soupe de légumes et a répondu lentement. « On appelle ça une baisse de revenus. » « Oui, nous devons économiser. » Donnie, assis à côté d'elle, a ajouté à moitié en plaisantant « Citra a beaucoup de temps libre maintenant. Demain, je peux aider ma femme à vendre en ligne. Rester à la maison tout le temps n'est pas bon non plus. » J'ai posé ma cuillère et regardé Donnie. « Je cherche un travail. »« Eh bien, je n'ai rien dit, » a répondu Donnie. « Je veux dire, ces jours sont durs, tu peux faire n'importe quoi. » Ces mots semblaient naturels, mais la façon dont il parlait et le silence qui a suivi m'ont fait comprendre. Personne ne croyait vraiment que je me relèverais un jour. Dans leurs yeux, j'étais tombé de l'utilité. Cet après-midi-là, pendant que je pliais du linge sec, Madame Lastry m'a appelé dans sa chambre. Elle était assise sur le lit. Devant elle, une vieille boîte à biscuits remplie de lettres. À côté, un petit carnet à couverture rouge que je n'avais jamais vu auparavant. Elle m'a fait signe de m'asseoir. Sa voix sonnait différente, plus douce que d'habitude. « Citra, je veux parler, mais ne sois pas en colère. » En entendant cela, mon cœur est immédiatement devenu méfiant. Elle parlait rarement aussi gentiment, sauf si elle avait quelque chose à dire. « Oui, maman. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a soupiré, frottant ses mains ensemble. Elle a eu un peu de problèmes financiers récemment. L'artisan dehors est en retard. Elle n'a pas eu le temps d'obtenir un prêt. Vois si tu as encore des économies. Prête-moi un peu d'abord. Quand tu en auras, je le rendrai. Mon cœur battait la chamade. Il s'avère que cette conversation se déroulait exactement comme je l'avais imaginé. Je suis resté silencieuse pendant quelques secondes avant de demander « Combien avez-vous besoin ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux, comme si elle savait déjà que je cachais quelque chose. J'ai entendu de Rian que tu as un peu d'économie. Prête-moi environ 50 ou 60 millions de roupies d'abord. Quand ce problème sera réglé, je le remplacerai. Je l'ai regardé. Ma gorge se sentait sèche.
J'avais économisé cet argent petit à petit au fil des années. En réduisant l'achat de nouvelles chaussures, de nouveaux vêtements, parfois en travaillant tard le soir sans acheter de snack. Ce n'était pas juste de l'argent, c'était mon seul soutien. Si la vie tournait avec tout le calme restant, j'ai dit, maman, donnez-moi la dot ou l'argent de poche si vous pouvez, Citra essaiera, Citra ne sera pas avare. Mais ces économies, désolé, Citra doit les garder. Maintenant Citra n'a pas de travail. Citra doit avoir une prise. Juste après avoir fini, le visage de Madame Lastry a immédiatement changé. Son ton doux a disparu. Une prise. Vis-tu dans cette maison? As-tu encore besoin d'une prise pour quoi d'autre? Cette maison a des problèmes. Tu devrais aider. Je suis restée assise droite. Ce n'est pas que Citra ne veut pas aider, maman. Mais cet argent était le dernier argent de Citra. Si Citra n'obtient pas de travail, comment Citra vivra-t-elle? Elle a tapé fort sur le matelas. Alors tu vas laisser cette vieille femme seule trouver un moyen? Tu es devenue belle-fille ici pendant 3 ans, mangeant et vivant ici. Maintenant maman a un petit problème. Tu as calculé. Je l'ai entendu et j'ai eu le souffle court. Citra ne calcule pas, maman. Mais où est l'argent commun et où sont les économies personnelles? S'il vous plaît, maman, pouvez-vous comprendre aussi? Elle a ri sarcastiquement. Comprendre? Maman comprend maintenant. Quand tu avais encore un travail, ça semblait vraiment bien. Une fois qu'il y a un problème, sa vraie nature avare devient apparente. Je me suis levé ne voulant pas argumenter davantage. Mais juste au moment où j'ai franchi la porte, Rian est entré. Je ne sais pas depuis quand sa mère lui avait envoyé un message. Il m'a regardé puis a regardé sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Madame Lastry a immédiatement changé son ton en un triste. Je n'ai pas demandé, fils. Maman veut juste emprunter pour un moment pour payer l'argent. Mais elle agit comme si maman voulait lui voler son argent. Rian s'est tourné vers moi, son visage sombre. As-tu vraiment encore des économies? J'étais trop fatigué pour cacher plus longtemps. Oui, mais c'est de l'argent juste en cas de quelque chose. Rian a froncé les sourcils. Y a-t-il autre chose? Une maison est ici. Tu n'es pas seul. J'ai regardé droit mon mari. C'est précisément parce que je n'ai pas de travail que je dois le garder. Rian a souri sarcastiquement. Le sourire typique d'un homme qui pense que la femme devant lui est déraisonnable. Maman emprunte juste, elle ne demande pas. Pourquoi réagis-tu si exagérément? Chaque mot de lui me donnait la chair de poule. Je ne comprends pas comment l'homme qui dormait à côté de moi pendant des années pouvait si facilement considérer l'argent de sa femme comme quelque chose qui pouvait être pris à tout moment. J'ai dit lentement, monsieur, j'ai encore un salaire chaque mois. Je n'ai rien maintenant. Si je donne tout, qui s'occupera de moi si j'en ai besoin demain? Rian n'a pas eu le temps de répondre. Madame Lastry avait déjà répondu avec une voix stridente. Oh mon Dieu, cette maison sera celle qui te soutiendra ou peut-être que c'est ce que tu veux dire. Tu as peur que la famille de ton mari dépense ton argent. J'ai serré les poings jusqu'à ce qu'il me fasse mal. Il s'avère que dans ses yeux, je n'étais pas autorisé à avoir des soucis personnels, ni n'avais le droit de garder quoi que ce soit pour moi. Je suis sorti de la chambre. Derrière moi je pouvais encore entendre sa voix se plaindre à Rian. Toute la nuit, j'ai fini tout le travail en silence. Mais dans ma tête une seule chose se répétait. Il ne se soucie pas de combien j'ai peur. Il se soucie seulement de combien ils peuvent encore prendre de moi. Et j'ai réalisé que cette maison commençait à viser la dernière bouée de sauvetage dans ma vie. Après la conversation de ce jour, l'atmosphère à la maison est devenue encore plus étouffante. Madame Lastry ne mentionnait plus ouvertement mon argent, mais la façon dont elle faisait les 100 pas, soupirait et faisait occasionnellement du sarcasme suffisait à me faire comprendre que cette affaire n'était pas terminée. Rian est aussi devenu plus froid. Il ne discutait plus avec moi, mais son silence se sentait plus lourd qu'une réprimande. C'était comme une affirmation que dans cette affaire, il était du côté de sa mère. Ce dimanche matin je me suis réveillé plus tôt que d'habitude pour cuire de la bouillie. Le ciel était encore sombre, l'air humide et étouffant. Le temps chaud avant la pluie est typique des zones tropicales qui rend les gens fatigués même sans rien faire. Je venais juste de poser la casserole sur le poêle. De dehors la porte est venue un bruit de frappe très fort.
J'ai été surprise, je n'ai pas eu le temps d'avancer. Le deuxième coup a sonné plus fort accompagné d'une voix masculine stridente. Où est Madame Lastry? Sors. Toute la maison était en émoi. Denis est sorti en courant de sa chambre. Ses cheveux étaient encore en désordre. Rina a regardé par la fente de la porte de sa chambre. Son visage était pâle. Madame Lastry est sortie de sa chambre, marchant tout en demandant « Qui est-ce » C'est déjà bruyant tôt le matin. Mais quand elle a regardé par la fenêtre, son visage a immédiatement changé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. De dehors la porte venait plus de voix. Où te caches-tu? L'Arisan est dû. Pourquoi es-tu si silencieuse? Quand tu reçois l'argent de commission rapidement, quand c'est ton tour de payer, tu disparais. Ouvre. Rian s'est avancé rapidement, ouvrant le loquet de la porte. Dès que la porte s'est ouverte légèrement, 3 ou 4 personnes ont immédiatement fait irruption. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, tous avec des visages en colère. Un homme avec un gros collier en or a pointé directement le visage de Madame Lastry. Qu'est-ce qui se passe, maman? L'Arisan est bloqué. Tu es celle qui a garanti, mais maintenant ton numéro est inactif. Madame Lastry a bégayé. Ça, je n'ai pas raccroché. Je cherche un moyen. Avant qu'elle ne puisse finir de parler, une femme avait déjà avancé. Quel moyen? Le bouquet principal s'est enfui avec l'argent. Maintenant tout le monde qui a participé te cherche. Tu es celle qui a reçu l'argent de commission, tu dois prendre la responsabilité. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte de la cuisine, entendant chaque phrase et mon dos se sentait froid. Il s'avère que le problème n'était pas juste une petite difficulté comme il l'avait prétendu. Il s'avère qu'elle n'avait pas seulement participé à l'Arisan, mais agissait aussi comme intermédiaire, rassemblant des gens et recevant des commissions. La maison déjà exiguë se sentait encore plus exiguë avec les sons de dispute. Le bruit de sandales traînant sur le porche, et les murmures des voisins de dehors. Dans la petite ruelle, une voix forte suffisait à alerter tout le village. J'ai regardé par la fente de la porte et vu plusieurs personnes debout au bout de la ruelle, regardant vers notre maison. Le propriétaire de l'étal de nourriture de l'autre côté de la rue se tenait même les bras croisés, regardant sans cligner des yeux. Explique maintenant. L'homme avait claqué la table en pierre sur le porche. Combien est le total maintenant? Maman a reçu une commission pour chaque ronde. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? La voix de Madame Lastry tremblait. Je suis aussi une victime. Je ne savais pas que Artati s'enfuirait avec l'argent. J'ai aussi perdu. La femme avait souri sarcastiquement. Une victime. Quand elle nous a invités à venir, elle parlait si convaincante. Elle disait qu'elle était digne de confiance. Elle n'avait jamais eu de problème. Maintenant elle dit juste victime. Rian s'est avancé, essayant de protéger sa mère. Tout le monde se calme, nous pouvons en parler. L'homme s'est tourné vers lui. Tu es son fils, n'est-ce pas? Bien. Il est responsable de cette maison. Le total de la dette est maintenant. Plus de 300 millions de RP, pas une petite somme. Ce chiffre était comme un coup à ma tête. Plus de 300 millions. Pour cette famille, ce n'était plus une question de trouver un prêt, c'était un trou qui pouvait les avaler tous. Denis a entendu ce chiffre et a immédiatement bégayé. Comment cela peut-il être autant, maman? Madame Lastry s'est assise faiblement sur la chaise. Ses mains ont agrippé sa tête, et elle a commencé à pleurer. Que dois-je faire? Je voulais juste gagner un peu supplémentaire pour cette maison. Rina, qui se cachait derrière son mari, son visage pâle et contrarié. Elle a murmuré assez fort pour que tout le monde entende. Oh mon Dieu, vendre tout dans la maison ne suffira pas. J'ai fixé la scène devant moi, mon cœur en tumulte. Tout ce temps, je ne savais vaguement que Madame Lastry recevait souvent des appels sur l'Arisan. Je n'avais jamais pensé qu'elle était si impliquée. Mais ce qui me rendait encore plus amer était qu'au milieu de l'agitation, le regard de Madame Lastry s'est tourné vers moi. C'était juste un regard, mais je comprenais déjà ce qu'elle avait en tête. Et bien sûr, après avoir essuyé ses larmes, elle a dit d'une voix rauque, « Ma famille a effectivement des difficultés, mais ma belle-fille a des économies. Laisse-moi lui parler. » Je me suis figé. Tout le monde s'est immédiatement tourné vers moi.
Comme si je n'étais plus humaine, mais un coffre-fort nouvellement désigné. L'homme m'a regardé de haut en bas et a ensuite demandé sèchement, « Si tu as de l'argent, sors-le juste pour payer. » C'est embarrassant d'être demandé par une foule comme ça. Mon sang semblait monter à ma tête. J'ai avancé, ma voix dure. Désolé, je viens juste d'apprendre ce problème ce matin. Je n'ai participé à aucun harisant. En entendant cela, Madame Lastry a immédiatement changé son ton en un plein d'accusation. Citra, pourquoi dis-tu ça? La famille est en difficulté. Tu devrais aider. Pourquoi restes-tu juste silencieuse? Je me suis tourné vers elle pour la première fois, voyant clairement à quel point la ligne entre devoir et intérêt personnel était fine dans ses yeux. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas aider, maman. Mais tu ne peux pas juste parler de mon argent personnel devant des étrangers comme ça. Quel autre argent personnel? Elle a crié. Tu manges et vis dans cette maison. Quand il y a un problème, tu dois connaître ta place. Le mot « connaître ta place » de sa bouche m'a fait frissonner. Les voisins dehors murmuraient encore. Les collecteurs de dettes remplissaient encore le porche. Rian fronçait juste les sourcils, faisant les 100 pas en regardant sa mère, puis il m'a regardé. Il n'a pas demandé si j'avais peur, ni n'a essayé de me défendre de cette situation embarrassante. Il a seulement dit une phrase froide, l'important maintenant est de résoudre ce problème d'abord. Je l'ai fixé, mon cœur se serrant. Il s'avère qu'au milieu de ce spectacle de village, ma dignité ne signifiait rien pour lui. Je savais que depuis que les collecteurs de dettes étaient entrés, tout dans cette maison avait changé. Ce n'était plus juste des taquineries à la table du dîner, plus à propos d'emprunter et de prêter. Tous les yeux étaient maintenant sur moi. C'était comme si l'argent que j'avais travaillé si dur pour économiser était soudainement devenu la seule bouée de sauvetage pour sauver le désordre que quelqu'un d'autre avait créé. Et je savais que la plus grande tempête pourrait encore venir. Après le matin qui avait été secoué par les collecteurs de dettes, la maison de Madame Lastry se sentait comme enveloppée d'un épais brouillard. Tout le monde qui passait me regardait avec un regard différent. Madame Lastry continuait de faire les 100 pas, appelant occasionnellement, pleurant occasionnellement. Rian était occupé à entrer et sortir, son visage toujours tendu. C'était comme si j'étais celle qui avait causé les centaines de millions de dettes, pas sa mère. Donnie s'enfermait dans sa chambre, tandis que Rina se tenait juste nerveusement devant la porte. Jetant occasionnellement un regard vers moi avec un regard plein d'espoir et soupçonneux. J'ai silencieusement nettoyé la vaisselle sale du petit déjeuner, puis cuit du riz pour le dîner. Dans une situation comme celle-ci, rester occupé aidait vraiment mon esprit à ne pas devenir si confus. Plus j'étais occupé, plus une chose devenait claire pour moi dans cette maison. S'il y avait un problème, j'étais toujours la première visée. Non pas parce que j'avais tort, mais parce que j'étais la plus facile à contraindre. Approchant minuit, alors que nous étions tous assis à la table à manger sans appétit, Madame Lastry a soudain posé son bol avec un bruit sec. D'accord, parlons franchement. Nous devons rassembler l'argent pour les payer. Sinon, ils continueront de venir et de faire du bruit. À ce moment, elle s'est tournée sèchement vers moi. Citra, sors ta dot et toutes tes économies. Sauf cette maison d'abord. J'ai levé la tête, la regardant droit. Ce n'était pas une demande de prêt, c'était un ordre. Leur façon d'exiger ma dernière possession sous prétexte d'obligation familiale. J'ai posé ma cuillère lentement. Dot. Si nécessaire, je peux vous la donner. Mais les économies, désolé, je les garderai. Rina a lancé un regard noir. Oh mon Dieu, mademoiselle. La situation est déjà si critique. Mademoiselle. Pendant qu'elle calculait encore, Donnie, assis à côté d'elle, a ajouté, les gens sont venus tous en colère. Où allons-nous mettre notre visage? Devant les voisins. Je me suis tourné vers Donnie. Ma voix est devenue froide. Ce respect de soi avait disparu depuis que quelqu'un a osé devenir un faux vendeur d'arisans. Pas depuis que j'ai dit que je voulais sauver mon argent. L'atmosphère à la table à manger est devenue tendue. Madame Lastry a claqué la table. La soupe dans le bol s'est renversée. Qui insultes-tu? Elle a fait ça parce qu'elle voulait augmenter le revenu pour cette maison. A-t-elle mangé seule? J'ai serré les lèvres. Je ne la blâme pas pour chercher de l'argent supplémentaire. Mais cet argent d'économie est mon soutien. Maintenant je n'ai pas de travail.
Je ne peux pas tout donner. Maman a ri sarcastiquement. Sa voix était stridente comme un couteau coupé. Soutien. Quel soutien? Pourrait-il être que tu planifiais déjà de t'enfuir de cette maison avec l'argent? Toi, enfant d'origine inconnue. Ta mère était très habile à t'élever. Elle ne sait que se sauver elle-même, mais ne sait pas comment rendre les faveurs. En entendant le nom de Madame Sari, mes oreilles ont sonné. J'ai levé les yeux. Tu peux dire n'importe quoi sur moi, maman? Mais s'il te plaît, ne mêle pas ma mère à ça. Madame Lastry devenait pire. Ai-je tort? Comment ta mère vivait-elle pour que sa fille soit si avare? Traitant la famille de son mari comme tout le monde. Chaque mot qu'elle disait était comme un charbon ardent jeté sur mon visage. Ma mère était partie. Elle avait été une personne honnête toute sa vie, ne mendiant jamais. Mais maintenant, dans la maison que j'avais autrefois revendiquée comme mienne, ils utilisaient son nom pour me forcer à remettre mon dernier centime. Rian, qui était resté silencieux tout ce temps, a finalement parlé. Mais pas pour défendre sa mère. Il s'est tourné vers moi, sa voix pleine de colère. Sors tout simplement, sœur. Ce n'est pas le moment d'argumenter. J'ai regardé mon mari, sentant quelque chose dans mon cœur plonger au fond. Que veux-tu dire? Je t'ai dit que je te donnerais la dot, mais je dois garder l'argent pour vivre. Rian a serré la mâchoire. Vivre. Tu vis dans cette maison. Où d'autre peux-tu aller si tu as besoin d'un soutien? Ou peut-être as-tu toujours eu l'intention de le garder pour toi? Attendant le moment où cette maison aurait un problème, puis levant la main. J'ai ri, mais cela sonnait plus amer que des larmes. J'avais travaillé pendant 3 ans et donné de l'argent régulièrement, m'occupant de tout des légumes aux événements familiaux. Quand j'avais encore un salaire, pourquoi personne ne demandait si j'avais besoin d'économiser? Maintenant que j'avais perdu mon travail, tout le monde était après mes dernières économies. Puis tu m'as accusé, levé la main. Peut-être que c'était ce qui a enflammé ses émotions. Il s'est levé, son visage rouge. Tu oses parler à ma mère comme ça? Je me suis levé aussi, ne voulant plus m'asseoir bas et accepter les insultes. Je disais simplement la vérité. Et puis sa main a balancé. Une gifle a atterri durement sur ma joue, si fort que ma tête a été jetée sur le côté. Mes oreilles ont sonné. Le goût du sang s'est senti au coin de mes lèvres. Toute la table à manger s'est figée. Je suis resté immobile pendant quelques secondes. Ma joue gauche brûlait, mais la douleur était pire ailleurs. Là où le dernier vestige de ma confiance venait de se briser en morceaux. J'ai lentement tourné pour regarder Rian. Cet homme était mon mari. L'homme qui avait promis de me protéger. Je me suis retourné et marché droit vers ma chambre. J'ai ouvert l'armoire, sorti la petite boîte où je gardais ma dot et le livret d'épargne contenant 50 millions de RP. À chaque pas que je faisais de retour vers la salle à manger, mon cœur devenait plus froid. J'ai posé la boîte et le livret d'épargne sur la table devant Madame Lastry. Ma voix était sèche. J'ai parlé lentement, articulant chaque mot clairement. Voici ma dot. Et voici l'argent que j'ai économisé au fil des années. Aujourd'hui je donne tout. Considère cela comme acheter ma liberté avec cet argent. Madame Lastry était stupéfaite. Rian était silencieux aussi. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi affirmative. Mais je ne regardais plus personne. Je ne voyais que cette table à manger, cette maison et ses visages. À partir d'aujourd'hui, cet endroit n'était plus un endroit où je m'inclinerais et appellerais famille. La nuit après cette gifle, je pouvais à peine dormir. Ma joue gauche faisait encore mal, mais la douleur sur ma peau s'est lentement atténuée, tandis que la blessure dans mon cœur se propageait lentement et profondément. J'étais allongé face au mur, écoutant les gouttes de pluie sur le toit en zinc, entendant Madame Lastry tousser du salon, entendant Rian se retourner derrière moi. Tous les sons dans cette maison se sentaient si étrangers. Les gens disent que mari et femme sont destinés à être. Mais il y a des destins qui, après s'être installés, ne laissent qu'un espace froid et vide. Le lendemain matin, je me suis encore réveillé tôt et cuisiné, comme si c'était une habitude enracinée. Non pas parce que je voulais encore plaire à quelqu'un, mais parce que quand mon esprit est en tumulte, seule l'occupation peut m'empêcher de rêvasser. J'ai cuisiné de la soupe de légumes clairs, frit le poisson restant de la veille, puis ai silencieusement mis les assiettes sur la table. Toute la famille a mangé en silence.
Madame Lastry n'a pas mentionné l'incident de la veille. Rian ne s'est pas excusé. Personne n'a dit que la gifle était trop. Il s'avère que dans cette maison, quand j'étais insulté, cela pouvait juste passer comme si c'était destiné à être. Cet après-midi-là, Madame Lastry a pris ma boîte en or et mon livret d'épargne dans sa chambre et a parlé longtemps avec Rian à l'intérieur. Je ne pouvais pas entendre clairement, seulement vaguement. La façon dont ils murmuraient m'a fait comprendre. Ils planifiaient leur prochain mouvement. Dès le moment où j'ai posé mon dernier dollar sur la table, je savais que je n'avais plus aucun pouvoir de négociation. Ce soir-là, alors que j'étais assise sur le porche à nettoyer des légumes, Rian est rentré. Dans sa main, il y avait un dossier jaune. Il ne m'a pas regardé, il est allé directement dans sa chambre, a changé de vêtements, puis est sorti et a posé le dossier sur la table. Entre, je veux parler. Son ton m'a donné la chair de poule. Trop calme, trop froid. L'homme qui avait giflé sa femme juste hier était si calme aujourd'hui, comme s'il allait discuter de questions administratives ordinaires. J'ai lavé mes mains et suis entré. Madame Lastry était déjà assise là. Rina s'appuyait contre la porte de la cuisine, ses yeux allant ici et là. Donnie était assis sur le bord du canapé, regardant vers le bas. Comme d'habitude, il était juste présent sans jamais vouloir prendre la responsabilité. Rian a ouvert le dossier et a poussé plusieurs feuilles de papier vers moi. J'ai bien réfléchi. Nous devrions juste en finir ici. J'ai baissé les yeux. En haut du papier était écrit une demande de divorce. Mon cœur a battu un moment, mais étrangement, je n'étais pas surprise. Peut-être parce qu'au fond de moi, je l'avais suspecté depuis qu'il m'avait giflé devant tout le monde. J'ai levé la tête pour regarder mon mari. « Que veux-tu dire, monsieur ?» Rian a croisé les bras sur sa poitrine, parlant avec le ton de quelqu'un qui avait préparé chaque excuse. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Tu as perdu ton travail et as une mauvaise image. Pendant ce temps, je dois encore maintenir ma carrière. Si nous continuons, nous nous torturerons seulement davantage. J'ai entendu chaque mot. Ma poitrine se sentait serrée. Torturante, j'ai ri amèrement. Juste hier soir tu as pris tout mon or et mes économies. Aujourd'hui tu dis que tu divorces parce que vous vous abusez mutuellement. Madame Lastry a immédiatement rétorqué d'une voix stridente. Surveille ta bouche. Tu as donné cet argent pour aider la famille. Personne ne t'a tenu un pistolet sur la tempe. Je me suis tourné vers elle, me sentant plus triste que en colère. C'est vrai, personne ne m'a tenu un couteau. Vous m'avez juste acculé jusqu'à ce que je n'ai pas d'autre choix. Rina, s'appuyant contre la porte, a ricané. Mademoiselle Citra parle comme si la maison avait été cambriolée. Mademoiselle, tu as vécu ici pendant 3 ans. Maintenant il y a un problème dans la maison. Tu le soulèves. J'ai fixé droit Rina. Une personne respectable n'utiliserait pas la gentillesse reçue pour forcer quelqu'un à abandonner sa dernière prise. Elle s'est tue. Mais Madame Lastry a claqué la table. Assez, ne tourne pas autour du pot. Rian a encore un avenir, un travail. Il ne peut pas continuer à supporter le fardeau d'une épouse au chômage impliquée dans une affaire d'appropriation. Ces mots m'ont laissé sans voix. Donc, à la fin, dans leurs yeux, je n'étais pas une épouse calomniée, mais un objet endommagé qui devait être jeté pour éviter de causer des problèmes. Je me suis tourné vers Rian. Mas pense aussi comme ça. Il a regardé ailleurs un moment, puis est revenu vers moi froidement. Je ne peux pas me permettre de soutenir quelqu'un qui ne gagne pas d'argent et ajoute seulement au problème. Je parle honnêtement, pour que tu comprennes. Un bon divorce est mieux maintenant. Bon. Je n'avais jamais entendu des mots aussi cruels prononcés sur un ton si poli. Ils m'ont drainé de tout, m'ont giflé, ont insulté ma mère, puis m'ont demandé de me séparer à l'amiable. J'ai pris la lettre et feuilleté les pages. Ils avaient tout préparé. Les informations, les raisons, les champs de signature, tout était net, comme un plan bien préparé, pas une décision émotionnelle. Une pensée froide a traversé mon esprit. Peut-être que depuis que j'ai été licencié, ils me considéraient comme un fardeau à éliminer. Ils attendaient juste d'avoir drainé mes économies avant d'ouvrir la carte. J'ai posé le papier. Ma voix était basse et calme. Donc, quand je travaillais et donnais de l'argent, j'étais de la famille. Maintenant je n'ai plus de valeur. Donc, Mas m'a jeté.
Rian a froncé les sourcils. Ne déforme pas l'histoire comme si tu étais la victime. Si un mariage ne peut pas être sauvé, il se termine. Je l'ai fixé longtemps. Si longtemps que je me suis même demandé si mes larmes ne tomberaient pas. Peut-être parce que ce qui s'est brisé à l'intérieur de moi à ce moment n'était pas la douleur, mais une réalisation complète. J'ai tiré la lettre devant moi. Toute la maison était silencieuse. Madame Lastry pensait probablement que je pleurais et supplierais, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris le stylo et ai signé mon nom dans l'espace prévu. Les traits étaient plus fermes que je ne m'y attendais. Terminé. J'ai posé le stylo et ai dit très clairement, d'accord, je signe. À partir de maintenant, personne ne parle plus jamais de réciprocité ou de famille avec moi. Personne n'a dit un mot. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi ferme. Et en regardant ma signature sur les papiers de divorce, je savais une chose. Un mariage peut se terminer par quelques traits de stylo. Mais ce qui est vraiment mort ce jour-là était ma confiance en la soi-disant famille à laquelle j'avais consacré toute ma jeunesse pour protéger. Après que j'ai signé les papiers de divorce, la maison est tombée dans le silence. Pas un silence paisible, mais le silence de gens qui ont obtenu ce qu'ils voulaient. Donc, il n'y avait plus besoin de parler. Quelques jours plus tard, Rian a emporté les documents au tribunal. Je ne demandais pas quand il partirait, quand il rentrerait. Sous le même toit, nous vivions comme deux étrangers. Il ne me regardait pas. Je n'avais plus rien à lui dire. Il y a une corde qui, une fois brisée, s'y rattacher, ne laisse qu'un nœud, pas de l'amour. Le processus s'est déroulé plus vite que je ne m'y attendais. Parce que c'était un divorce mutuellement convenu et parce qu'il n'y avait pratiquement pas de biens matrimoniaux à nos deux noms. Je n'ai rien exigé de la maison non plus. Tout s'est terminé comme ça. Ce jour-là, tenant le certificat de divorce dans ma main, j'ai fixé mon nom et celui de Rian. Ça se sentait étrange. Il y a 3 ans, ces deux noms avaient été côte à côte sur le certificat de mariage. Maintenant, ils étaient opposés sur une lettre de séparation. J'ai décidé de déménager cet après-midi même. Non pas parce que j'étais pressé, mais parce que je ne voulais pas passer une autre nuit dans la chambre que j'avais autrefois appelée maison. J'ai sorti ma vieille valise en tissu et ai commencé à plier quelques ensembles de vêtements de travail, quelques vêtements maison et affaires personnelles. Mon armoire n'était pas aussi pleine que je l'avais pensé. 3 ans en tant que belle-fille, s'occupant d'une famille entière. Mais les choses qui étaient vraiment miennes ne remplissaient qu'un petit coin. Ça se sentait à la fois ironique et amer. Il s'avère qu'une femme qui pensait avoir un foyer ne pouvait emporter que ce qui rentrait dans une valise quand elle partait. J'ai gardé l'ancien carnet de Madame Sari, le stylo qu'elle m'avait donné quand j'ai commencé à travailler, et quelques photos de nous deux. C'étaient les seules choses qui avaient de la valeur pour moi. J'ai laissé derrière tout le reste, le vaporisateur, le cuiseur à riz et les assiettes que j'avais achetées avec mon propre argent. Je ne voulais rien prendre qui me rappelle cette maison. Pendant que je fermais ma valise, Rina est soudain entrée dans ma chambre, ses yeux allant autour, puis a crié « Eh, où est ma bague ?» J'ai levé la tête, ne comprenant pas. Elle est immédiatement sortie en courant, criant « Maman, j'ai posé ma bague sur la coiffeuse ce matin, mais maintenant elle a disparu. » Sa voix était stridente, assez forte pour que toute la maison entende. Madame Lastry, Rian et Donnie sont immédiatement apparus à ma porte. J'ai regardé leurs visages un par un. Mon estomac se sentait froid. J'ai immédiatement compris quel jeu ils jouaient. Rina a croisé les bras, fixant droit ma valise. Depuis ce matin, personne n'est entré dans ma chambre, sauf Madame Citra qui rangeait. Je me suis levé. Que veux-tu dire ? Elle a haussé les épaules. Je dis juste la vérité. Les objets perdus doivent être cherchés. Madame Lastry a mis les mains sur ses hanches, sa voix tranchante. D'accord, si tu ne l'as pas prise, pas besoin d'avoir peur. Ouvre juste ta valise, laisse tout le monde voir et le problème est résolu. Je l'ai fixée, incrédule. Elle pensait que j'avais pris la bague. Elle l'a évité. Personne ne l'a accusée. Mais les personnes honnêtes n'auront pas peur. Ouvre juste. Qu'est-ce qui est si difficile ? Cette phrase m'a fait rire. Un rire sec. Il voulait m'embarrasser, mais il l'enveloppait encore dans des mots sages. Rian, s'appuyant contre la porte depuis le début, n'a pas dit un mot pour me défendre.
Il a juste fixé ma valise et a ensuite dit froidement, ouvre juste pour que ce soit rapide, ne prolonge pas. Cette phrase m'a vraiment engourdi. Il s'avère qu'au dernier moment, l'homme que j'appelais autrefois mon mari choisissait encore de me voir accusé d'être une voleuse. Je me suis penché pour déverrouiller ma valise. Mes mains ne tremblaient pas. C'était étrange, peut-être parce qu'après tout ce qui s'était passé, mon amour-propre avait été testé à ses limites. J'ai sorti chaque pile de vêtements, quelques chemisiers de travail usés, 2 châles, une trousse de cosmétiques et une petite boîte contenant une photo de ma mère. Rina fixait attentivement comme si elle voulait examiner chaque pli du tissu. J'ai tout sorti, il n'y avait aucune bague du tout. La chambre est devenue silencieuse. Denis s'est gratté la tête et a reculé d'un pas. Le visage de Rina est devenu pâle, mais elle a encore essayé d'esquiver. Peut-être qu'elle est coincée quelque part. J'ai coupé. Il n'y en a pas, hein? Il n'y en a pas. N'invente plus. Elle a regardé ailleurs. Madame Lastry n'a pas non plus présenté d'excuses. Elle a juste reniflé. Comme si calomnier une belle fille qui partait était une affaire triviale. Et riant, il a été le premier à se retourner et à partir comme s'il venait de regarder une scène ennuyeuse. Je me suis assise et ai replié mes affaires dans la valise. Cette fois plus lentement, plus proprement. L'insulte de tout à l'heure ne me brisait plus. Cela faisait juste fermer une autre porte dans mon cœur étroitement. J'ai réalisé qu'il ne voulait pas juste que je parte. Il voulait que je parte la tête baissée pour que plus tard quand je me souviendrai je me sente inférieur. Mais non. Je peux partir les mains vides, je peux être jeté hors de ce mariage, mais je ne les laisserai pas me prendre la dernière chose que j'ai, mon amour-propre. J'ai verrouillé la valise, les traîné dehors. La pluie tombait à nouveau. Je me suis arrêté sur le porche, regardant en arrière une dernière fois. La petite cour, le toit humide, la vieille table à manger, tout était familier. Mais ça n'était plus à moi depuis longtemps. Il n'y avait personne pour me retenir, personne pour dire un au revoir approprié. J'ai descendu les escaliers. Mes mains agrippaient fermement la poignée de la valise. Mon cœur est vide. J'ai marché jusqu'au bout de la ruelle, m'abritant sous un vieil arbre de rambutan. La valise à côté de mes pieds. Mes cheveux mouillés collés à mes joues. Les gens qui passaient me jetaient un coup d'œil puis s'éloignaient. Dans mon sac à ce moment-là il n'y avait que quelques petits billets et un certificat de divorce. Pas de mari, pas de maison, pas de travail, personne à qui retourner. Debout sous la bruine pour la première fois de ma vie. Je n'avais vraiment rien. Mais juste là au milieu du vide qui me noyait presque, je savais une chose. À partir d'aujourd'hui, si je peux me relever, je me relèverai sur mes propres pieds sans attendre la main secourable de quiconque. J'ai pris le bus quittant le complexe d'habitation alors que le soir tombait. Ma valise était placée à côté de mes pieds. Le dos de ma chemise se sentait froid parce qu'il était mouillé par la pluie. Mon esprit est vide. Je ne sais pas où je vais loger. Je me souviens vaguement qu'une ancienne collègue avait une fois dit qu'elle avait des difficultés. Près du marché principal il y a beaucoup de chambres à louer bon marché. Je suis descendu du bus en traînant ma valise dans la ruelle boueuse en demandant d'une rangée de maisons à une autre. Finalement j'ai eu une chambre juste assez grande pour un lit en fer, un vieux ventilateur et une petite étagère en plastique. Le plafond est bas, les murs humides, dans les coins il y a des taches de moisissure noirâtre. Une odeur de moisi mélangée à l'odeur de nettoyant de sol bon marché. La propriétaire a mis la clé dans ma main. La caution est seulement une petite somme. Je vois que Neng a l'air bien. Mais tu dois payer l'électricité et l'eau toi-même. J'ai hoché la tête en sortant l'argent. Mon cœur fait mal. Tous les résultats de mon travail jusqu'à présent quand j'ai quitté un mariage ne pouvaient être échangés que contre une très petite chambre. La première nuit là-bas j'ai eu de la fièvre. Peut-être à cause d'avoir été prise sous la pluie, peut-être à cause de ne pas avoir assez dormi pendant des jours, ou peut-être parce que quand une personne est poussée à ses limites, son corps abandonne simplement. J'étais allongé recroquevillé sur un lit avec un tapis en plastique. Mon corps se sentait chaud et froid. Le son du ventilateur grinçant. Le son de la moto venant de dehors la ruelle sonnait distant mais assourdissant aux oreilles. J'ai essayé d'atteindre le téléphone puis les reposer. Il n'y a personne à contacter. Ce sentiment. Savoir sûrement que personne ne viendra. Ça se sent plus froid qu'une fièvre. J'étais allongé pendant presque 2 jours.
Le matin du 3e jour, quand j'ai ouvert les yeux, ma gorge était complètement sèche. Ma tête faisait mal comme frappée par un marteau. Je me suis assise contre le mur assez longtemps pour ouvrir mon portefeuille et compter mon argent. 420 000 Rp. Je l'ai compté 2 fois. Un billet de 100 000 Rp et un billet froissé de 20 000 Rp. En regardant l'argent dans ma main, j'ai soudain ri. Rire accompagné de larmes. Citra il y a quelques mois était encore assise à vérifier des rapports dans un bureau climatisé. Maintenant elle s'assoit dans une chambre louée exiguë, comptant chaque billet de 1000 pour voir combien de temps elle peut survivre. Après m'être reposé un moment, j'ai changé de vêtements et suis allé chercher du travail. J'ai imprimé quelques CV courts et visité de petites entreprises autour de la zone industrielle. Certains disent qu'il y a assez d'employés. Certains, en entendant le nom de mon ancienne entreprise, changent immédiatement d'expression faciale. Certains ont même dit, ton expérience en tant que comptable est bonne, mais nous avons besoin de quelqu'un avec un dossier propre. Le mot propre est comme une gifle silencieuse. Cet après-midi-là, en passant devant un étal de Soto au bout de la ruelle, j'ai vu un morceau de papier collé sur la porte d'entrée. Besoin d'une plongeuse serveuse. Je me suis arrêté assez longtemps. Mes mains sont habituées à tenir un stylo, taper sur un ordinateur, calculer des chiffres jusqu'au plus petit détail. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour je resterais debout à fixer une offre d'emploi de plongeuse avec un cœur lourd comme une pierre. Mais alors je me suis souvenu des 20 000 Rp dans mon portefeuille. Me souvenant du loyer, me souvenant que personne ne soutiendra ma vie sauf moi-même. J'ai pris une profonde inspiration et suis entré. La propriétaire de l'étal est une femme grosse qui parle vite. Elle m'a regardé de haut en bas puis a demandé directement, « Peux-tu travailler, mademoiselle ?» Le travail est dur du matin au soir. J'ai répondu, « Oui, madame. Je le ferai peu importe à quel point c'est dur. » Elle a froncé les sourcils. « Regarde ton visage comme une employée de bureau. » J'ai souri amèrement. « Maintenant j'ai besoin d'un travail plus que d'une profession, madame. » Elle m'a regardé pendant quelques secondes puis a hoché la tête. « D'accord, commence à essayer demain. Salaire journalier mange ici. » Le lendemain matin j'ai commencé le travail. Depuis lors, l'étal était occupé. Des bols sales empilés comme une montagne, de la soupe de Soto fumante, le sol glissant d'huile et d'eau. Je me tenais derrière. Mes 2 mains étaient immergées dans l'eau chaude de l'évier. Mon dos constamment courbé. L'odeur d'oignon, de viande, de savon à vaisselle, le son des commandes, le tintement de cuillères et de bols. Tout devient. Ça n'a duré que la moitié d'une journée et le bout de mes doigts était déjà ridé. Certaines zones de peau sèche se fissuraient et faisaient mal. L'après-midi, mon dos faisait mal comme s'il allait se briser. Mais quand j'ai reçu mon premier riz et verre de thé glacé après une dure journée de travail, mon cœur se sentait calme. Cet argent vient de ma sueur. Halal sans avoir à s'incliner devant quiconque. Je me suis assise sur une chaise en plastique en massant mes poignets douloureux. Je me suis souvenu des mots de Madame Sari, même si je fais un travail manuel mais obtiens de l'argent halal, c'est mieux que de s'asseoir confortablement mais d'être en dette avec sa conscience. Soudain, mon nez s'est senti douloureux. Cette nuit-là dans ma chambre louée, j'ai trempé mes mains dans une bassine d'eau chaude. Les petites blessures piquaient. Mon dos faisait encore mal, mais dans ma poitrine il n'y avait plus le sentiment d'être ballotté comme quand je venais juste de quitter la maison de mes beaux-parents. J'ai réalisé que j'étais au fond du trou, mais atteindre le fond ne signifiait pas la fin. Tant que j'étais encore prête à travailler, encore prête à endurer la douleur, et encore prête à lever la tête le lendemain matin, ma vie n'était pas terminée. Les autres pouvaient m'avoir poussé dans la boue, mais que je continue à y rester allongé ou non était mon choix. J'avais travaillé à l'étal de Soto pendant plus de 2 semaines. Mon corps commençait à s'habituer au rythme incessant de travail, avec l'odeur de soupe collée à mes cheveux, et avec mes mains toujours douloureuses à cause du savon à vaisselle. C'était dur, mais au moins chaque jour je pouvais acheter mes propres médicaments, payer le loyer et manger avec mon propre argent. Parfois quand j'essuyais la table, je me disais, ma vie maintenant est comme une plante de riz qui vient d'être frappée par une tempête. Le tronc tombe, mais tant que les racines sont encore là, elle peut encore se relever. Cet après-midi la l'étal était plus occupée que d'habitude. La bruine depuis midi faisait arriver continuellement des visiteurs. Je portais un bol de Soto à la table dehors quand la propriétaire de l'étal a appelé, Citra. Il y a un nouveau client à la table dans le coin.
Apporte du thé nature. Oui, lui ai-je répondu. J'ai posé le bol de soupe puis pris la théière. Mais juste au moment où je me suis approché, mes pas se sont arrêtés. À la table du coin était assis Rian. À côté de lui une jeune femme. Ses cheveux étaient ondulés, portant une robe couleur crème. Ses ongles étaient peints en rouge. Autour de son cou un fin collier scintillant. Elle riait en posant sa tête sur son épaule. De sa façon gâtée, je savais que leur relation était plus que de simples amis ordinaires. Mon cœur s'est senti serré un moment, mais seulement un moment. Après tout ce qui s'était passé, je pensais que le revoir causerait une douleur incroyable. Apparemment non. Ce que j'ai ressenti à la place était un calme froid. Rian a levé la tête. En me voyant, son visage s'est immédiatement raidi. La femme à côté de lui m'a regardé de haut en bas. Son regard a balayé mon tablier mouillé, mes cheveux attachés au hasard et mes mains rouges. Elle a souri. Un sourire poli mais condescendant. Mademoiselle, il n'y a pas encore de serviettes sur cette table. J'ai posé la théière, poussant la boîte de serviettes près d'elle. Cette mademoiselle n'en est pas restée là, posant son menton et demandant à nouveau, « Oh, mademoiselle, travailles-tu ici depuis longtemps ? Les serveuses doivent être rapides, tu sais. Si tu veux que les clients se sentent à l'aise. » Rian était assis tranquillement, ses yeux collés à son verre. C'était précisément son silence qui me rendait malade. L'homme qui, à cause de sa fierté, m'avait poussé hors de sa vie, me voyait maintenant travailler comme serveuse, et n'osait même pas me regarder droit. J'ai gardé ma voix égale. Désolé, mademoiselle. L'étal est occupé. La femme a souri et s'est tournée vers Rian. Tu vois, monsieur. Qu'est-ce que j'ai dit ? Manger à un étal ordinaire est parfois pénible. Puis elle m'a regardé à nouveau. S'il te plaît, commande un sauteau spécial. Pas de céleri, beaucoup de viande avec du citron vert et de la sauce chili propre. Oui, mademoiselle, je suis une personne hygiénique. J'ai noté sa commande et me suis retourné. Mon dos était droit, mais mon cœur brûlait comme s'il avait été arrosé d'eau bouillante. Je n'étais pas en colère parce que j'avais été insulté par une femme étrange. J'étais en colère parce que je savais qu'elle le faisait exprès. Elle savait qui j'étais. Son comportement théâtral n'était pas accidentel. C'était la façon d'une femme de se prouver à ses rivales. Regarde, maintenant je suis celle qui est assise ici et tu es celle qui est debout là. Pendant que je livrais sa commande, elle continuait de discuter avec Rian délibérément d'une voix forte. Chef des ventes. Il doit rencontrer beaucoup de clients importants. Oui, les hommes sont différents quand ils ont une position. Honnêtement, je déteste vraiment les gens qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur partenaire et deviennent un fardeau. J'ai écouté chaque mot qu'elle disait. Mes mains agrippaient le plateau jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Rian a toussé. Peut-être qu'il réalisait à qui le sarcasme était dirigé, mais il a juste souri maladroitement. Allez, mange juste. Peu après, la femme m'a appelé à nouveau. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas avec ce citron vert ? J'ai baissé les yeux, rien d'étrange. Elle a pris un morceau de citron vert, a secoué la tête. Comment puis-je manger quelque chose comme ça ? Puis sans attendre ma réponse, elle a délibérément posé la petite assiette durement. La sauce au citron vert a éclaboussé ma manche et mon tablier. Aïe, s'est-elle exclamée doucement, mais ses yeux ne semblaient pas choqués du tout. Désolé, mademoiselle, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis resté figé là. Un goût salé, épicé a coulé le long de mon bras. La propriétaire de l'étal a couru de la caisse. Citra, qu'est-ce que tu fais à ton client ? Avant que je puisse répondre, la femme a dit d'un ton surpris, assez, madame. Ne te mets pas en colère. Peut-être qu'elle est pressée. Ces mots sonnaient défensifs, mais ils me rabaissaient en fait davantage, me faisant sentir comme une serveuse négligente qui devait être pardonnée par une cliente généreuse. La propriétaire s'est tournée vers moi et a murmuré sèchement, « Excuse-toi. » J'ai mordu ma lèvre jusqu'à ce qu'elle fasse mal. Devant moi il y avait Rian, sa nouvelle petite amie, les regards cyniques des autres clients, et l'étal soudainement semblait calme. J'ai baissé la tête très lentement. Désolé, je m'excuse. Rian ne m'a toujours pas regardé. Juste au moment où je me suis retourné, j'ai entendu la femme glousser.
c'est appelé travailler dans le service. C'est naturel qu'il y ait de petites erreurs. La phrase est légère. Mais l'insulte était si sévère. J'ai marché rapidement vers la zone de plonge à l'arrière. Dès que je suis arrivé, mes jambes sont devenues faibles. J'ai tenu le bord de l'évier en regardant vers le bas. L'eau du robinet coulait vite, mais je pouvais encore clairement entendre les rires de dehors. Cette nuit-là, après la fermeture de l'étal, j'ai marché mollement vers le cybercafé au bout de la ruelle. Je ne sais pas pourquoi mes pieds m'y ont emmené. Peut-être parce que je sais que si je retourne à ma maison louée maintenant, je m'assiérai juste là en serrant mes genoux et avalerai toute cette humiliation seule. J'ai loué 1 heure, assise devant un vieil ordinateur avec un écran flou, tapant des mots-clés, offre d'emploi en comptabilité, contrôle interne, analyste financier. Des centaines d'offres sont apparues. La plupart exigent de l'expérience, un bon dossier et un historique clair. Je lisais, mes yeux se sentaient douloureux. Mais étrangement, plus je me souvenais de ce qui s'était passé, moins je voulais pleurer. Dans ma tête il n'y avait qu'une seule pensée très claire. Si je continue à vivre comme une personne humiliée, aujourd'hui c'est juste à propos de sauce chili, demain ça pourrait être autre chose. Je ne peux pas répondre à cette vie avec des larmes pour toujours. Je dois sortir de cet endroit par moi-même. Je suis resté assise devant l'écran jusqu'à tard dans la nuit. À ce moment-là je ne savais pas quelle porte s'ouvrirait pour moi. Mais je sais une chose. La femme qui a baissé la tête en s'excusant à l'étal de Soto tout à l'heure ne sera pas la dernière image de moi. De cette insulte, un serment silencieux mais comme l'acier a grandi dans mon cœur. Je dois pouvoir faire en sorte que les gens qui m'ont autrefois regardé de haut un jour n'osent plus me regarder de haut en bas. Après cette nuit, à l'intérieur de moi c'était comme s'il y avait un charbon ardent qui continuait de brûler. Ce n'était plus juste un sentiment de tristesse, mais une détermination à se relever. Je travaillais encore à l'étal, lavant la vaisselle, nettoyant les tables. Mais chaque fois que je finissais j'irais au cybercafé. L'endroit était vieux et étouffant. Mais pour moi à ce moment c'était une bouée de sauvetage. Là je pouvais m'asseoir à nouveau devant l'écran. Me souvenant que je vivais autrefois avec mon cerveau, pas juste mes 2 mains fissurées. Je filtrais chaque offre d'emploi. Je sais que je porte une tâche difficile à enlever. Si j'avais postulé de la façon normale, je serais rejeté immédiatement. Donc je dois trouver une autre façon. Une nuit, j'ai vu une offre de Nusantara Perkasa Group, une grande entreprise dans le secteur des infrastructures et matériaux de construction. Ils cherchent un spécialiste du contrôle interne. Mon cœur battait la chamade. Ce poste est bien au-delà de ma portée actuelle. Mais plus je fixais, plus une idée audacieuse surgissait dans ma tête. Si je ne peux pas gagner avec un nom sur papier, je dois gagner avec quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer. Ma capacité. J'ai téléchargé les états financiers publics de l'entreprise. Chaque nuit après le travail du café, je restais au cybercafé jusqu'à tard, étudiant chaque flux de trésorerie, inventaire, coûts de projet et autres enregistrements. Les chiffres me parlent. J'ai trouvé quelques failles dans leur gestion, processus d'approbation non uniforme, contrôle de matériaux laxistes et certaines créances risquées. Je n'ai pas juste pris des notes, mais écrit une proposition d'analyse. J'ai esquissé où sont les risques, pourquoi ils se produisent et comment les corriger sans ralentir les opérations. Plus j'écrivais, plus mon esprit devenait clair. Toutes les expériences, tous les principes que j'avais fermement tenus tout ce temps devenaient enfin une arme pour me sauver moi-même. La proposition faisait presque 20 pages. Une fois finie, je l'ai lue encore et encore, corrigeant chaque phrase. La dernière nuit avant l'envoi, il pleuvait très fort. J'étais assise devant l'écran, ma main sur la souris. Mon cœur battait la chamade. Envoyer ça ne servira probablement à rien. Mais sinon, je resterai coincé ici pour toujours. J'ai fermé les yeux puis ai appuyé sur le bouton d'envoi. 3 jours plus tard, pendant que j'étais occupé à l'étal, j'ai reçu un appel téléphonique. Une voix féminine professionnelle à l'autre bout, Madame Citra Lestari. Je suis du service RH de Nusantara Perkasa Group. Nous avons lu le CV et l'analyse que vous avez envoyé. Nous vous invitons pour un entretien jeudi matin. Je me suis figé. Le bol de Soto dans mes mains tremblait légèrement. Ce matin-là j'ai porté une chemise blanche et un pantalon noir que j'avais repassé proprement. Le bâtiment de Nusantara Perkasa est si haut et magnifique. En m'asseyant dans le lobby en attendant,
je ne me sentais plus aussi inférieur que quand j'avais juste été jeté dehors. Je sais qu'aujourd'hui je ne suis pas venu demander pitié. La personne qui m'a interviewé était Madame Wati, la responsable RH. Il a fixé mon CV pendant assez longtemps. Ton CV a plusieurs notes. Nous avons entendu quelques mauvaises informations. Je savais que ce moment viendrait. Je ne l'évite pas. C'est exact, madame. Si je devais juste suivre les rumeurs, je ne devrais probablement pas être ici aujourd'hui. Mais je vous supplie de laisser l'analyse que j'ai envoyée parler d'elle-même d'abord. Madame Wati est restée silencieuse. Je lui ai remis une copie imprimée de la proposition, expliquant chaque point. J'ai parlé sans m'arrêter, oubliant ma peur. Quand j'ai levé la tête, j'ai réalisé que la porte de la pièce était ouverte. Un homme grand dans la cinquantaine avec des cheveux grisonnants se tenait là en écoutant. Il n'a pas interrompu, il m'a juste regardé avec des yeux profonds. En le voyant, Madame Wati s'est levée. Monsieur le président directeur, je suis surprise. L'homme est entré, a pris ma proposition d'analyse, l'a lue pendant quelques pages, puis il a levé la tête. Son regard s'est arrêté un moment sur mon visage, comme trouvant quelque chose de familier. Mais il a juste demandé brièvement, « As-tu fait tout cela toi-même » ? « C'est exact, monsieur. » « Je l'ai fait moi-même, ai-je répondu. Il a hoché la tête, sa voix profonde. « D'accord, ce dossier est sauvegardé. » L'entretien s'est terminé peu après. Je suis sorti du bâtiment. Mon cœur était encore en tumulte, mais une petite lueur de lumière s'était ouverte. Pour la première fois en des mois, je ne me sentais plus comme juste une femme qui avait été jetée sous la pluie et insultée à un étal de nourriture. Au moins ici quelqu'un était prêt à s'arrêter et à m'écouter parler avec mes capacités. Et pour moi à ce moment, c'était assez pour croire que la vie n'avait pas fermé toutes ses portes. 3 jours après l'entretien, j'ai reçu une lettre d'offre d'essai de Nusantara Perkasa Group. Je l'ai lue plusieurs fois avant de pouvoir y croire. Le poste n'était pas permanent, juste en tant que membre du personnel à l'essai dans la division du contrôle interne. Mais pour moi, c'était une issue. Je me suis excusé de l'étal de Soto, remerciant la propriétaire. Elle a regardé mes mains encore rugueuses puis a gloussé. Dieu merci, les personnes éduquées devraient retourner à leur place. Le premier jour de travail, j'ai remis mes simples vêtements de bureau. La division du contrôle interne était dirigée par Monsieur Budi, un homme de peu de mots mais très méticuleux. Il m'a donné plusieurs ensembles de documents à examiner. Je savais que c'était un test, donc je les ai faits très soigneusement. Les 2 premières semaines j'ai à peine levé la tête de mon bureau. L'environnement de travail ici était plus discipliné, mais aussi plus propre que mon ancien endroit. Personne ne me forçait à signer des documents fictifs. Personne ne me disait d'être flexible. Le bien et le mal étaient sur papier et dans les procédures, pas sur les caprices de quelqu'un. Lentement, je me sentais vivante à nouveau. Madame Wati, qui avait été si prudente, a commencé à changer. Elle m'a même demandé d'analyser un rapport complexe. Pendant ce temps, Monsieur Surio, le directeur général, je croisais occasionnellement son chemin. Il ne me parlait jamais spécifiquement, mais j'attrapais souvent son regard s'attardant sur moi plus longtemps que d'habitude. Un après-midi, sa secrétaire est venue à mon bureau et m'a demandé de monter à son bureau. J'étais confuse. Dans le calme de son bureau, Monsieur Surio m'a invité à m'asseoir et m'a versé du thé. Il a demandé sur mon travail, où je vivais, des choses trop personnelles pour un directeur général et une membre du personnel à l'essai pour discuter. Finalement, il a posé sa tasse, m'a fixé pendant un long moment, puis a demandé, « Le nom de ta mère est-il Sari ?» Mes mains se sont figées. « Oui, monsieur. » C'est exact. Il a fait une pause un moment, comme rassemblant des forces. Madame Sari, qui venait de Java Central, puis s'est installée à Sikaran et vendait du lonton aux légumes au marché. Oui, mon cœur battait la chamade. Comment pouvait-il connaître de tels détails? Oui, monsieur. Comment savez-vous? Monsieur Surio a fermé les yeux un moment. Quand il les a ouverts à nouveau, sa voix était lourde. Parce que quand j'étais jeune, je l'avais aimé très fort. Mon monde semblait avoir arrêté de tourner. Il m'a dit que sa famille avait fait faillite et qu'il avait été forcé d'épouser quelqu'un d'autre pour sauver l'entreprise. Quand il est revenu chercher ma mère, elle était partie. Il n'avait jamais su que ma mère était enceinte à ce moment-là.
J'étais assis silencieusement, mon esprit brumeux. Tout ce temps, Madame Sari ne m'avait jamais dit qui était mon père. Il a ouvert un tiroir et sorti une lettre jaunie. C'était la lettre que ta mère a écrite mais n'a jamais envoyée. Avec des mains tremblantes, j'ai lu. C'était l'écriture de ma mère, si familière. Dedans, elle écrivait qu'elle avait choisi de partir non pas à cause de la haine, mais parce qu'elle ne voulait pas que son enfant grandisse comme une excuse pour exiger un statut. Mieux vaut être pauvre mais honorable que de vivre sur une pitié tardive, a-t-elle écrit. Mes yeux sont mouillés. J'ai levé la tête, regardant l'homme devant moi. Toutes les questions pendant 30 ans ont maintenant des réponses. Mais ce qui est sorti de ma bouche était une phrase amère. Alors quand ma mère était malade, quand j'ai manqué de frais scolaires, quand j'étais insulté et piétiné jusqu'à n'avoir nulle part où aller, où étais-tu papa? Monsieur Surio ne l'a pas évité. Je ne savais pas. Si j'avais su, je ne t'aurais pas laissé souffrir. Mais ne pas savoir ne me rend pas moins coupable. J'étais en retard. C'est la réalité. Il l'a admis sans défense. C'est précisément ce qui empêche ma colère d'exploser. Cette nuit-là dans ma chambre louée, j'ai posé la lettre devant la photo de Madame Sari. Il s'avère que je ne suis pas un enfant sans origine. Il s'avère que ma mère avait gardé un grand secret toute sa vie. Je ne le hais pas. Je l'aime en fait de plus en plus. Ce fait ne me rend pas heureuse, ni n'efface ma souffrance. Je suis encore une femme qui doit marcher dans la boue sur ses propres deux pieds. C'est juste que depuis cette nuit il y a un nouvel espace dans mon cœur. Une place pour un homme nommé Surio. Un homme qui est venu trop tard pour que je l'appelle père, mais aussi trop réel pour que je le considère comme un étranger. Après avoir connu la vérité, je suis resté concentré sur mon travail. Presque 2 mois plus tard j'ai été assigné à participer à la sélection de propositions d'approvisionnement en matériaux pour un nouveau projet. En ouvrant l'une des propositions, ma main s'est arrêtée. C'était l'entreprise où travaille Rian. Je me suis forcé à être professionnel et à lire la proposition sans émotion. Mais plus je creusais profondément, plus je trouvais d'irrégularités, rapports de revenus gonflés, données de personnel technique chevauchantes et preuves incomplètes de paiement de primes d'assurance. La proposition était bien polie, mais le contenu était poreux. Pendant la réunion de présentation, Rian est venu avec la femme qui m'avait insulté à l'étal de Soto. Dès qu'ils m'ont vu assise à la table de l'équipe d'évaluation, leurs visages ont immédiatement changé. Rian a essayé de rester calme, mais quand c'était mon tour de poser des questions, l'atmosphère dans la pièce est devenue tendue. J'ai pointé chaque bizarrerie dans leurs propositions. Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer pourquoi ces données de revenus ne correspondent pas aux rapports fiscaux que nous avons vérifiés? Pourquoi ces 3 noms de personnel technique sont-ils aussi listés dans d'autres entreprises sur le même projet? Chaque question que je pose est tranchante et basée sur des données. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. 15 minutes plus tard, leur proposition a été déclarée infructueuse. Rian est resté figé. Pendant ce temps, le visage de la femme est devenu rouge d'embarras et de colère. J'ai fermé mon dossier. Mon cœur se sent calme. J'ai été forcé de signer un mensonge. Aujourd'hui je l'ai rejeté avec ma compétence. Les problèmes de Rian ne s'arrêtaient pas là. L'entreprise a mené un audit interne. Lui et la femme ont été prouvés avoir commis une fraude. En même temps, avec l'aide de l'équipe juridique de Nusantara Perkasa, j'ai rassemblé des preuves que mon ancienne entreprise m'avait calomnié. J'ai prouvé que le document fictif avait été changé après mon licenciement. Après que l'affaire à l'entreprise de Rian ait explosé, mes beaux-parents ont paniqué. Madame Lastri m'a appelé plusieurs fois d'un ton doux. « Citra, mon enfant, comment vas-tu? J'ai entendu que tu travailles maintenant dans un grand endroit. Maman est heureuse aussi. » J'ai juste répondu du mieux que je pouvais. Il y a des relations qui, si elles sont pourries à la racine, ne seront pas ravivées même si arrosées d'eau sucrée. Ils sont même venus à mon appartement loué, apportant des cadeaux, essayant de persuader sous prétexte de famille. J'ai refusé fermement. Le problème est passé, laisse celui qui l'a fait le supporter. S'il vous plaît arrêtez d'utiliser le mot famille, ça ne semble pas approprié. Les dettes d'Arizan et d'autres dettes ont finalement conduit à la confiscation de leur vieille maison. Quand les officiers sont arrivés, Madame Lastri s'est évanouie et a eu une attaque. Rian, qui n'avait pas d'argent, est venu me voir dans le lobby du bureau et a demandé de l'aide. Son visage était hagard, ses vêtements usés.
Citra, s'il te plaît sauve ma mère, a-t-il supplié d'une voix rauque. Je l'ai fixé longtemps. Je peux payer les frais d'hôpital, mais en tant que dette tu dois signer. Et une chose de plus, après que ta mère se rétablisse, elle doit venir sur la tombe de ma mère et s'excuser. Le visage de Rian a pâli, mais il a finalement hoché la tête. Seulement quand au plus bas les gens comprennent le prix d'une demande. Désolé, j'ai tenu ma promesse. Un mois plus tard, Madame Lastry, avec des pas chancelants, se tenait devant la tombe de Madame Sari. D'une voix tremblante, elle a dit, « Sari, j'avais tort. Je suis désolé. » Je suis resté là, fixant la fumée de l'encens. Mon cœur se sentait en paix. Quelques mois plus tard, j'ai été faite employée permanente. Je n'ai reçu aucun traitement spécial. Monsieur Surio voulait me donner plus, mais je lui ai demandé de me donner du temps. Je n'ai commencé à l'appeler père que quand il a établi une fondation de bourse au nom de Sari Lestari pour les filles défavorisées qui excellent. C'est à ce moment que j'ai senti un sentiment de rédemption qui ne pouvait pas effacer le passé, mais pouvait faire que le présent se sente moins tardif. J'ai acheté mon premier appartement avec les revenus de mon propre travail. À l'endroit le plus honorable de la maison, j'ai placé une photo de ma mère. Chaque matin quand j'allumais l'encens, mon cœur se sentait plus calme. Je n'étais plus la belle-fille qui avait été jetée sous la pluie, plus la femme qui devait mendier la confiance. J'étais encore Citra, seulement cette fois je me tenais sur mes propres deux pieds. La leçon que j'ai apprise de tout cela était qu'être une bonne personne n'est pas mal. Mais être bonne au point de laisser les autres piétiner ta dignité ne te blessera que toi-même.